l'accueil, merci de l'inspiration et d'être sous une église, c'est très symbolique pour parler de ce grand changement de civilisation qu'on vit actuellement. Et je pense que ceux qui sont là ont compris qu'il se passe quelque chose d'énorme et on va en parler. Donc, oui, für die Deutsche, ich spreche Deutsch, ich kann dann verstehen, aber Sie können Ihre Fragen auf Deutsch geben und dann ich kann auf Französisch antworten. Voilà, juste les gens qui sont en allemand, ils savent que je sais un petit peu l'allemand quand même et qu'ils peuvent poser les questions à l'aise en allemand. Et puis en anglais aussi. Donc je vais d'abord un peu me présenter, ensuite vous raconter effectivement l'histoire personnelle, c'est parfois assez bien parce qu'on voit d'où on vient, qu'il y a quand même une expérience de vie. Et puis ensuite on va parler de ce qui se passe et pour ceux qui ne savent pas ou n'ont pas compris, ce que je fais souvent c'est de donner un sens de la cohérence d'un graphique que j'ai dans la tête parce que j'ai travaillé à l'OMS sur les pandémies et sur la préparation aux pandémies, le monitoring, les interventions, etc. On enseignait ça pendant 3 ans pour l'Université de Genève et avec l'OMS et avec 2 universités, Pretoria et Georgetown. Et moi j'étais en charge beaucoup de la communication, du monitoring, de la prévention, de pas mal de dossiers parce qu'on avait à l'Université de Genève où j'ai été pendant 25 ans, 30 ans, et je suis encore un peu avec un pied dedans, un pouce dehors, mais j'ai encore un petit pied. Voilà, et ben avec le master de santé publique, l'andragogie et d'apprendre aux adultes était un enjeu énorme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imposer dans un pays ou dans un être d'apprendre de A à Z et de standardiser n'importe quoi parce que ça va rater. Donc on avait déjà appris à ce moment-là comment enseigner. Donc j'ai fait partie de vraiment une équipe un peu choc et puis j'ai continué à enseigner ça à l'Université de Genève dans l'école d'été sur la santé globale et les droits humains. Donc je parle de ça parce que c'était un cours qui a eu beaucoup de succès avec les Américains parce que les étudiants américains venaient puis j'organisais pendant 3 semaines la première semaine avec l'OMS, la deuxième semaine avec l'ONU, la troisième semaine avec les droits humains et puis il n'y avait personne à l'université qui était capable de faire ça, franchement. Et, je pense que j'étais la seule qui avait de l'expérience avec l'ONU, avec l'OMS, et puis qui faisait ça, et qui enseignait comment le règlement sanitaire international marchait. Et c'est pour ça que je vais pouvoir vous en parler. Comment les obligations internationales pour la sécurité nationale de chaque pays fonctionnent. Mais avant, je veux faire un petit retour sur d'où je viens et comment je me suis rendu compte de ça. Et en fait, je suis née à Genève, de mère norvégienne viking, donc j'ai un côté viking. mais les Burgondes sont là aussi, donc vous êtes aussi des vikings. J'ai appris ça par François Ziebenthal, que en fait la Suisse avait beaucoup de vikings. Je ne savais pas du tout. Et donc, et puis un côté, alors mon père, Stuckelberger, suisse-allemand, balois, des religieux, des militaires, 600 ans. Donc il y a des gènes en moi qui bougent beaucoup avec ce qui arrive. Donc née à Genève, mais j'ai grandi en Valais. Et à l'âge de 6 ans, ma grand-mère qui habitait à Verbier et avec mon grand-père qui avait un home d'enfants pour les enfants l'été à Verbier, des bonnes familles, elle avait le chalet La Bergerie et elle a trouvé un business pour mon père à Verbier. Et il a repris le garage de Verbier en faillite à Verbier dans les années 70, comme ça. Et donc, j'ai grandi dans un paradis, parce que Verbier, c'est comme tout le Valais, c'est magnifique, on se lève, il y a du soleil, il y a des montagnes, et ça n'a pas changé. Hein? L'été, hiver. Oui, été, hiver, tout le temps. Voilà, donc du coup, je suis très valaisanne, non seulement de cœur, et je le sens vraiment au Valais. Dès que je mets les pieds ici, je me dis ouf, pourquoi je suis pas revenue encore, mais je vais revenir. Donc j'ai fait beaucoup de choses en Valais. On a fait le collège de Bâle, j'ai fait Sainte-Marie-des-Anges en latin. Mon père m'a forcé parce que je voulais faire sciences, mais il a bien fait parce que le latin explique beaucoup d'origines de beaucoup de choses. Mais surtout, j'ai fait beaucoup de sport. J'étais dans l'équipe valaisanne de ski, j'ai fait prof de ski, j'ai fait la patente, j'ai pas arrêté d'enseigner. Donc, je comprends bien la terre et je comprends l'importance de la nature et du contact pédagogique et de la santé.
Et puis l'équipe Ligue A de Sierre, de basket avec Rivalski. Et on a, pendant 3-4 ans, quand on m'a obligé à arrêter le ski, parce que je m'embêtais beaucoup au collège latin, vraiment. Et, et donc après, j'ai fait même l'équipe suisse de basket. Pour vous dire que vraiment, dans mon passé, j'étais déjà une combattante, mais dans le sport. Puis je prends ça, ce qui arrive un petit peu comme un sport, mais d'un autre niveau, parce qu'on doit être solide, on doit savoir surfer, on doit savoir éviter les obstacles, et surtout rester toujours droit pour pas tomber et continuer. Donc c'est pas seulement physique, c'est pas seulement mental, c'est spirituel aussi. Et je viens d'une famille qui, d'un côté, est très matérialiste, et d'un autre côté, mon grand-père et ma grand-mère étaient très spirituels. Donc je suis avec eux et je travaille beaucoup, en fait, plus que ce que je dis en sciences. Mais j'ai toujours été guidée. Voilà. Donc je suis là avec vous parce que j'ai jamais quitté l'université finalement. Je voulais partir toujours de Genève. Je détestais Genève parce qu'il y a une énergie là qui est très très dure, je trouve. Même si tout est beau, il n'y a pas beaucoup de trucs artistiques. C'est difficile de faire du sport et voilà. Bon, mais mon destin m'a fait rester à Genève et j'ai 2 enfants et qui sont grands maintenant. Bien. Et surtout, j'ai été en faculté de biologie et l'ADN et la génétique m'intéressaient. Donc, je suis amie avec Alexandra Ryoko, donc on dit souvent qu'on est comme des sœurs, mais on s'entend très bien. Et puis, ça me plaisait pas. Je suis partie en psychologie. Après, je suis partie à l'OMS en santé mentale. J'ai fait mon master de sciences. Et là, j'ai démarré en faculté de médecine parce qu'on m'a recrutée en faculté de médecine en gériatrie. Et j'étais chercheur dès l'âge de 28 ans, chercheur en gériatrie à l'OMS, ensuite à gériatrie, où le professeur Junot était décédé, donc on a reconstruit toute la gériatrie. Et puis ensuite, j'ai fait un centre interfacultaire, enfin j'étais directrice, j'ai eu des postes très rapidement très hauts, et puis après on m'a cassé toute ma vie pour pas que j'aille plus haut, alors c'est comme ça. Mais j'étais directrice adjointe du centre interfacultaire de gérontologie, pour interfacultaire. Ensuite, à direction du programme national de recherche sur le vieillissement. Et le vieillissement, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, je vais vous en parler, il y a vraiment une fraude énorme sur ce qu'on dit sur la vieillesse. C'est pour ça que quelqu'un a laissé son téléphone allumé. Non, c'est pas grave. Il y a un téléphone allumé. Il y a un enfant qui est pas entendu. Mais ouais, pour vous dire que le parcours, il a été très différent, et c'est ça qui donne un peu une expertise très différente. C'est que j'étais en médecine avec la gériatrie, après avec travaillé aux urgences avec Pierre Gère, avec la chirurgie, etc. Et puis je faisais toujours les rapports de recherche, les conférences et les écrits. Et il y a un moment donné, Guy-Olivier Second a compris que j'avais une portée internationale. On a créé un réseau international sur le vieillissement. Et du coup, j'ai été pris comme expert à l'OMS très rapidement sur le vieillissement. Et depuis les années 94, j'étais rapporteur, truc que j'aimais bien, c'était vraiment du sport. Et donc, ce GINA, ce réseau est toujours présent. C'est un réseau où il y avait tous les gens de l'ONU. C'est pour ça que j'ai appris à voir comment ça marche, le monde international. Et je vais vous dire pourquoi c'est si important pour comprendre cette situation après. Donc, vieillissement, M. Guy-Olivier Second, ministre de la Santé de Genève, je dis comme ça, il m'a donné mandat de travailler à l'ONU pour les journées portes ouvertes de l'ONU et pour la préparation de l'année internationale des personnes âgées en 99. Et là, j'étais carrément lancée dans le monde de toutes les Nations Unies. Et du coup, il m'a même redemandé de venir organiser ça pour le vote de la Suisse à l'ONU. Et à l'époque, je me disais, c'est génial que la Suisse soit à l'ONU et tout. Donc, j'étais motivée. C'était 2 jours de journée portes ouvertes. On prenait toutes les agences et on argumentait pourquoi c'était important. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi c'est à partir de cette date-là que la Suisse a commencé à devoir plier pavillon devant un État profond de multinationales et de corporations qui avaient déjà mis à ses pieds beaucoup d'États. Et ils occupaient déjà la Suisse, mais pas autant. Mais à partir de ce moment-là, je le vois maintenant rétrospectivement, c'est ce moment-là où la Suisse a basculé dans la non-neutralité et en perte de ses droits. Même le Conseil fédéral, je pense, a plus du tout les manettes. Il a plus du tout les commandes. Ah, pardon. 2001, 2002, le vote, c'était octobre 2001, je crois.
Bah, ça, on ne sait pas très bien parce que, en fait, ils ont caché des contrats. Oui, alors ils sont inscrits. La Suisse est inscrite au registre du commerce de la Belgique depuis 2014. Mais comme il y a eu le Brexit et tout ce truc, je pense que c'était déjà avant. Mais il faut retrouver, puis j'ai pas le temps. J'ai des informations comme quoi c'est 1997 ou 1998. Ok, mais dans quel pays? Pour la Suisse, Où? il y a un basculage. Mais sur. En Angleterre? Parce qu'il y a plusieurs endroits où les pays sont inscrits comme corporation. Chaque fois que je fais un podcast avec quelqu'un, je leur dis, mais votre pays. Alors, l'Afrique du Sud, par exemple, j'aurais dit, mais est-ce que vous savez où l'Afrique du Sud est inscrite? Et il y avait un internaute qui a regardé, puis il a trouvé que c'était à New York, mais sous le nom de Corporation Internationale 2, mais c'était le pays de l'Afrique du Sud. Et donc, ensuite, quelqu'un m'a envoyé, Paola m'a envoyé tout un fichier d'Amérique latine, des pays où est-ce qu'ils sont inscrits au registre du commerce, soit à Washington, soit à New York, probablement au City de Londres et à Bruxelles. Parce qu'en fait, je vais partir là-dedans, hein. Mais je voulais juste vous finir pour vous dire qu'à l'OMS, j'étais expert pour le vieillissement, ensuite pour l'éthique, pendant 4 ans sur le comité d'éthique, de la recherche, donc je peux vous décrire toutes les fraudes éthiques qu'il y a dans le truc international qui est en train de se passer. Et puis ensuite, pour les pandémies, 3-4 ans, et puis ensuite encore pour les déterminants sociaux, donc, et l'innovation. Donc j'ai vraiment fait un parcours comme si je suis en famille là-bas. Mais alors, revenons alors à l'explication internationale de ce qui se passe. Donc, la première chose, c'est que oui, la Suisse a rejoint les Nations Unies en 2001. Et c'est à peu près à ce moment-là que l'équipe, la première chose qui est arrivée après, c'est qu'il y a eu SRAS-CoV-1 en 2003-2004. À l'époque, la directrice générale de l'OMS, c'était Gro Harlem Brundtland, une Norvégienne, qui était avant ministre de la Santé, une femme de fer, viking, parfois un peu trop dure, mais qui s'est attaquée au tabac. Et donc, quand il y a eu le SRAS-CoV-1, j'ai écrit un article là-dessus qui est à disposition dans Acta Biomédica en anglais, donc j'ai écrit en mai 2020, quand j'ai vu ce qui se passait. SRAS-CoV-1, elle a géré très très bien. Donc à ce moment-là, on pensait que c'était un virus, en tout cas. Donc SRAS-CoV-1, et il a été géré de façon, moi je le trouve bien par rapport à ce qui se passe là, mais à l'époque, ils voulaient faire encore mieux, donc ils ont installé le règlement sanitaire international. SRAS-CoV-1 a duré 8 mois, a touché 24 pays, a fait 700 morts et à peu près 8000 malades. D'accord? SRAS-CoV-1, en 8 mois, ils ont pu faire l'évolution, ce qui est normal, du traçage du virus dans les pays. Ils comptaient chaque pays, ils séparaient les pays, ils ne standardisaient pas comme on fait maintenant. Et puis, chaque pays adaptait son système de santé à la réponse à la pandémie, à l'épidémie. On n'a pas appelé ça pandémie, on a appelé ça urgence sanitaire de portée internationale. En anglais, c'est Fake Public Health Emergency of International Concern. Et en fait, le mot pandémie était très très peu utilisé. La seule fois où ils l'ont utilisé, ils se sont fait taper sur les doigts avec la grippe aviaire parce que ils ont acheté du Tamiflu dans le Tadjikistan et tout ça parce qu'ils ont annoncé pandémie. Donc tout le monde se faisait les stocks de médicaments de Novartis. Et donc un de ces pays de l'Est a dit c'est votre faute à l'OMS. C'est votre faute, vous nous avez dit qu'il y avait une pandémie, il n'y en a pas, donc on vous fout un procès sur le dos. Donc on vous met en procès, vous nous avez obligés à acheter ça, parce qu'en déclarant ça, il y a des conséquences à déclarer des pandémies. Ils ont compris qu'il ne fallait pas dire pandémie. Donc moi, quand j'étais à l'OMS Europe, le workshop qu'on a fait pour les pays de l'Est, c'était surtout ne pas utiliser le mot pandémie. Et donc, du coup, comme c'est arrivé cette fois, le mot pandémie, donc la SRAS-CoV-1 super bien gérée, et SRAS-CoV-2, la pandémie est arrivée à peine après un mois partout en même temps dans le monde entier. Vous voyez, déjà là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc quand on compare SRAS-CoV-1, comment ça a été géré, et SRAS-CoV-2, on voit vraiment la fraude. Et c'est ça qui m'est arrivé quand j'étais en Corée. Donc j'étais à une conférence internationale, je voyais qu'il y avait un virus, méchant virus de Wuhan, qui était sorti de la Chine. Alors dès que ça traverse une frontière, le règlement sanitaire international s'applique.
Et donc, il faut notifier l'OMS qu'il y a quelque chose de louche et qu'il faut investiguer un virus. Et donc, tous les pays, pas tous les pays, l'OMS va visiter les pays où il y a une suspicion d'un virus qui serait mortel, qui tuerait plus que d'habitude et qu'on ne connaît pas et qu'on ne sait pas ce qu'il fait et on ne connaît pas sa contagiosité. Et tout à coup, par exemple, normalement, on faisait des exercices dans ces règlements sanitaires internationaux. Donc, si par exemple, dans une ferme, il y a toutes les poules qui décèdent et un petit enfant qui va jouer avec les poules qui décèdent, stop, c'est tout de suite, attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on n'annonce pas tout de suite qu'il y a une pandémie, on prend... Non, mais c'est ça qui est complètement débile. Donc, dans le règlement sanitaire international, on enseignait ça. Et il y a une courbe, epic curve. Et ça veut dire que vous avez, dans votre ferme, il y a une vache qui est malade et qui meurt. Bah, vous attendez, vous envoyez une deuxième, vous comptez, les courbes montent et vous commencez à investiguer. Et puis vous allez avec un laboratoire, vous allez investiguer. Et pour investiguer un virus, il faut d'abord trouver normalement le cas 0. Vous devez retrouver, mais là, cette vache, elle est en contact avec quoi et où est-ce qu'elle a attrapé ça? Est-ce que c'est dans la nourriture? Est-ce que c'est dans l'eau? Est-ce que je lui ai fait qu'il y a quelque chose ou un autre animal lui a transmis Et puis après, le problème, c'est est-ce que c'est transmissible à l'homme? Donc vous voyez que le raisonnement, il est beaucoup plus compliqué que ce on vous fait croire. Et donc le cas 0, il est important. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire de virus sans le cas 0 normalement, de vaccin. On ne peut pas faire un vaccin si on n'a pas le cas 0. Dans la maladie d'Ebola, il faut avoir le numéro 1, savoir d'où vient ce truc. C'est pour ça qu'ils cherchent toujours le pangolin. Ils veulent le cas 0. Et donc le pangolin, c'est une farce. C'est vraiment une pangolatrie, de façon l'appeler. Et vous voyez pourquoi maintenant ils n'en parlent plus? Parce que tout le monde a gobé le truc. Donc il faut voir que ce montage a été une fraude systématique du langage et systématique scientifique. Et donc quand on a, comme dans une ferme, et c'est pour ça que je parle de cas concrets en Valais, comme ça vous comprenez, ou si tout d'un coup il y a quelqu'un qui mange du beurre de cacahuète et mort, on se dit mais attends, il y a peut-être quelque chose dans les cacahuètes, alors on va voir dans le champ. On fait le détective rétrospectif, on fait le détective de qu'est-ce qui a arrivé à cet animal ou à ça ou à cet être humain pour qu'il tombe et qu'il soit malade. Et est-ce que c'est de la nourriture? Est-ce que c'est un autre être humain? Ou est-ce que c'est un animal? Donc, c'est un travail vraiment très très précis de détective. Et il y a du temps, et puis surtout il y a un protocole. Et le protocole, il évolue. Et donc on voit l'évolution, et une des évolutions, c'est d'aller chercher, c'est quoi? Alors si c'est un virus, et il faut encore le prouver, et ben on le prouve comment? En prenant le postulat de Koch, l'Institut Koch en Allemagne, qui est très connu jusqu'à avant. Il était normalement bien, mais maintenant à la tête, il y a M. Drosden, qui n'est pas un docteur. On a vu qu'il n'avait pas fini ses études de docteur, donc il usurpe un titre, comme beaucoup d'universités actuellement. Donc c'est pas un docteur Drosden, c'est Drosden. Il est attaqué par Rainer Fulmich, parce que M. Drosden de l'Institut Koch, non seulement n'a pas appliqué le postulat de Koch partout dans le monde, mais a introduit un test PCR qui est censé remplacer en fait un postulat de Koch. En fait, il a fait un raccourci, maintenant que j'y pense. C'est encore une nouvelle théorie. Si vous voulez, il n'y a pas le postulat de Koch. Alors, le postulat de Koch, c'est de dire, on a pris la soupe avec le virus, on a pris le virus dehors, on l'a mis dans un autre petri dish, un bol, un bocal, et à partir de là, on le décortique, on fait le séquençage. Mais surtout, ils ont fait... Mais ce qu'ils n'ont pas fait, c'est deux choses qui ont été répertoriées par des articles scientifiques. C'est qu'ils n'ont pas analysé la cause à effet. Donc normalement, un virus, quand vous l'avez sorti de la soupe et isolé, vous le réinoculez dans des animaux ou dans des solutions ou dans des êtres humains même, pour voir si les symptômes sont les mêmes. Puis vous refaites, puis vous regardez si c'est toujours les mêmes. Et si ce n'est pas les mêmes, vous êtes en train de trouver que ce n'est pas ça, ça doit être autre chose. Mais si vous avez en science, un des critères, c'est que si vous pouvez répéter les résultats, vous avez de l'évidence. La gravitation, si j'ai une pomme et je la jette, je la laisse tomber, elle tombe plusieurs fois. Donc on sait qu'il y a de la gravitation à cet endroit-là. Vous voyez, c'est aussi simple que ça, la science, en tout cas, pour la prouver. Et là, ils n'ont pas prouvé la cause à effet, qu'il y avait vraiment un virus qui causait les mêmes symptômes,
Et le deuxième truc, c'est qu'ils n'ont pas pu prouver la contagiosité. Donc il y a des tas de gens qui font des théories qui disent c'est une infection et qui disent dans une infection, on peut être asymptomatique parce qu'il y a l'incubation. Mais ça, c'est dans des maladies tropicales très graves, mais pas dans une grippe. Quand une grippe, et c'est le professeur Beda Stadler, qui est brillant, d'ailleurs il est ouvert les ans, il faut bien noter, et il est génial. Moi, il m'a ouvert les yeux très très rapidement, parce qu'il était professeur d'immunologie à l'université de Berne, et il a très vite attaqué les parlementaires en disant « c'est pas du tout, qu'est-ce que vous racontez, ce virus n'a pas été isolé, le PCR ne fonctionne pas. » Ils n'ont pas fait le postulat de corps, et donc, ah oui, ce qu'il a vraiment dit, il a dit « je n'ai jamais vu un malade en bonne santé ou quelqu'un en bonne santé malade. » Enfin, il disait ou on est malade ou on est en bonne santé. Mais on n'a jamais vu quelqu'un qui a une grippe, quelqu'un qui est en bonne santé, le faire accuser d'être en diagnostic de grippe. Ou être malade. Toutes les gens ici en bonne santé, d'après les critères aujourd'hui, vous êtes tous malades. Mais vous ne le savez pas, vous ne savez pas. Il faut aller faire les tests, mais des tests qui... Parce que la technologie, et c'est ça là où on va en venir à la fin, c'est que la technologie essaye de remplacer tout le système de santé et le système de décision des êtres humains. On est dans une ère où ils veulent accélérer le fait que c'est la technologie qui va vous diriger, et donc on remplace même votre santé par un test PCR qui n'a aucune validité internationale. Aucune, ni nationale, ni locale. Et donc vous voyez que l'Institut dans le postulat de corps, on ne sait pas ce que c'est, et à ce jour, on ne sait pas ce que c'est. À ce jour, il y a le seul que je peux suivre et qui m'intéressait vraiment, c'était le professeur Raoult, parce qu'il faisait le séquençage du génome. Mais il n'a pas tout dit, parce que le professeur Montagnier, lui, il a dit, dès le début, il a dit, dans le séquençage de ce que lui, il a regardé, parce que si ça mute, on ne regarde jamais la même chose, hein, et dans ce qu'il a vu, il y avait du HIV et de la malaria. Ça a été confirmé par un autre prix Nobel, donc du Japon d'ailleurs, qu'on a censuré tout de suite. Donc c'est un signe que c'est juste. Toujours. Mais vous voyez que donc, le séquençage du génome serait le seul moyen de savoir de quoi on parle, mais il faut le faire à tout le monde, il faut comparer les séquençages, c'est un travail énorme et qui coûte beaucoup d'argent, mais certainement moins que les tests PCR, parce qu'il faut faire un fric pas possible en plus de toute la fraude. Donc, si vous voyez que le postulat de corps, on ne sait pas de quoi on parle, et c'est le test qui n'a aucune validité, qui a 99% de faux positifs. Si vous mettez de l'eau saline dans votre nez, vous êtes négatif. Si vous mettez du Coca-Cola, vous êtes positif. Non, mais je vous le dis, si jamais vous voulez essayer. Et donc, même Elon Musk, il a au début dit, moi j'ai fait 3 tests aujourd'hui, j'en ai 2 négatifs et 1 positif. Et puis il a refait le 2e jour et c'était complètement... Mais ça, c'est juste des anecdotes. La vraie science là derrière, c'est de dire, celui qui a inventé le PCR, moi je le répète, hein, pour ceux qui le savent, j'espère que ça vous fait rien. Donc, ce PCR est normalement un outil pour faire de la recherche, et on a un petri dish, on sait ce qu'on cherche, et on regarde la densité de ce qu'on cherche, parce qu'on sait ce qu'on cherche. Dans ce cas, on ne sait pas ce qu'on cherche, et donc ça n'a aucune validité. Et Kary Mullis, qui était déjà contre Fauci, depuis longtemps déjà, au H1N1, Fauci il a essayé de mettre ça avec Drosden dans l'OMS, ils n'ont pas réussi. Et Kary Mullis s'est tout de suite opposé, il a dit non, vous pouvez retrouver des vidéos, heureusement il y en a quelques-unes, il a dit ce test, ce PCR n'a rien à voir avec les épidémies, vous ne pouvez pas démontrer s'il y a un virus, si ce n'est pas une bactérie, si ce n'est pas un parasite, si ce n'est pas un anticorps. Donc vous ne savez rien, et en plus vous ne savez pas si c'est actif ou pas actif. Et la seule chose qu'on cherche vraiment, parce que je faisais de la recherche sur la bioacoustique avec les Américains en Zoom, et je disais, non, il va falloir que pour la bioacoustique, en parlant au téléphone, on pourrait diagnostiquer le Covid. Je dis, ok, alors attendez, je vais aller chercher en Suisse comment on fait, et avec tous les PCR, non, parce qu'il y a des études de MIT qui le font. Des études de MIT, avec le téléphone, vous pouvez diagnostiquer le Covid. Mais ça se tient dans la bioacoustique, c'est vrai que chaque molécule a un poids, chaque poids a un son, et chaque son a une signature. Et vous pourriez
théoriquement, le même, ça se fait déjà. Il y a certaines maladies qu'on arrive par la voix à diagnostiquer. Et donc, l'idée, c'était intéressant. Mais pour le PCR, c'était une galère pas possible. J'ai appelé 4 laboratoires. J'ai dit, vous pouvez me dire exactement quel est le résultat que vous trouvez, parce que je fais de la recherche, j'aimerais savoir comment je peux dire le viral load, la charge virale. Voilà. Et je disais, mais vous pouvez me dire la charge virale, où est-ce qu'on la voit? Puis il me disait, non, on ne peut pas vous dire, c'est positif ou négatif. Je dis, non, mais vous pouvez me dire une charge virale quand même, non. Et donc, j'arrivais des fois à des endroits où la femme me disait, ouais, c'est quand même bizarre parce qu'avec 2 appareils différents, on trouve des choses différentes. Et en fait, c'est parce qu'on doit calibrer normalement chaque fois l'appareil. Et puis après, elle me dit, oui, ça dépend des cycles d'amplification. Alors du coup, j'ai commencé à comprendre qu'il n'y avait absolument rien de clair, et que même les laboratoires, les chercheurs derrière disaient, non, c'est vrai que il ne faut pas faire ce test pour savoir vraiment le séquençage du génome, c'est ça. Et donc, Karim Mullis, l'inventeur, le disait déjà, qu'on ne peut pas monitorer. La CDC, ça va le microphone et la CDC, le Center of Disease Control aux États-Unis, qui est le critère numéro 1, le 13 juillet 2020, a fait un rapport. Et vous avez deux titres dans ce rapport sur le PCR qui s'appellent Limitation et Quality Control et Limitation. Ces 2 chapitres sont super importants, ne sont pas longs. Mais Quality Control, il dit, il faut à chaque fois recalibrer l'appareil, et à chaque fois, il faut revoir si on regarde la même chose. Donc ça pour le PCR. Et donc, il y avait tout un procédé de qualité, de comment on faisait le test, à quelles conditions, quel type on prenait, etc. C'est pas juste rien, un laboratoire. Hein. C'est qu'il y a toute une procédure de qualité que les gens ne savent pas. Donc si on leur dit non, c'est pas comme ça, personne, à part des gens spécialisés, doivent parler et puis réexpliquer, rééduquer tout le monde, si les médias mentent et les gouverneurs. Donc il y avait ça, et puis il y avait le côté limitation, et dans limitation, il y avait clairement, de nouveau, ce test en aucun cas ne peut servir de diagnostic parce qu'il ne peut pas monitorer ni une épidémie, ni une pandémie, ni trouver que ce soit des anticorps, ou ce soit des virus actifs, pas actifs, pathologiques ou pas. Vous l'avez noir sur blanc. Voilà. Donc ça fait déjà 2. Hein. L'inventeur, la CDC, et le bonbon sur le truc, c'est qu'en décembre 2020 et en janvier cette année, je regarde l'OMS qui produisent et je trouve un document qui s'appelle Alerte aux produits PCR. Et donc, attendez, je vais le mettre comme ça. Et là, c'est parce qu'il voulait que vous le voyez. Et puis donc, alerte aux produits médicaux PCR, c'était marqué on ne peut pas faire de ce test n'est pas valable si on ne marque pas les cycles d'amplification. Mais c'était écrit tout petit, alerte aux produits, et c'était écrit dans les recommandations de la pratique du PCR qu'il fallait mettre les cycles d'amplification que personne n'a jamais mis. Il fallait torturer les laboratoires de plus en plus pour qu'ils avouent le cycle d'amplification. Et donc Raoult, même lui, disait en dessous de 26, on peut considérer qu'il y a du plus, du moins, mais il n'y avait aucun, même ça, d'après les autres, n'était pas valable. Et si on prend Raoult qui disait ça, aucun laboratoire a fait ça, aucun, je vous défie, encore aujourd'hui. Donc on vous vend. Hein? Ah oui, non, mais c'est moins normalement, c'est beaucoup moins. Ouais. Oui, alors, dans toute la Romandie, j'ai appelé 4 labos, je vais même aller en visiter un avec Klaus Schustereder, on a essayé, ils nous vendait du perlimpinpin. J'ai compris qu'il fraudait complètement la présentation. Ils ne regardaient même pas l'ADN, mais les chercheurs qui vraiment savaient quelque chose, ils ne pouvaient pas parler. Mais je peux vous dire, toute la Suisse romande, c'est 40 à 50. Voilà, 40 à 50, même pas 35. Et donc, il faudrait descendre, et puis même en descendant, c'est pas suffisant. Donc, vous imaginez la conséquence de cette technologie qui a décidé pour l'humain. C'est comme, là, je reviens d'Autriche où je suis expert dans des comités, et j'ai réussi à aller là avant que tout devienne horrible. Mais bon, les scientifiques là-bas, attendez, j'allais dire un truc important. Ah oui, les PCR.
eh ben, on continue à appliquer les PCR, on continue à penser que ça, c'est le critère pour toutes les conséquences autour. Donc, vous décidez de confiner, vous décidez de confiner, vous fermez les salles de sport, vous décidez si les enfants vont à l'école ou pas, etc. Les conséquences sont énormes. Et ce qu'ils ont fait, qui était très très grave, c'est que l'Office fédéral de la statistique, pourtant j'ai fait des mandats avec Philippe Vanner, on n'a pas arrêté de faire des mandats secondaires, des analyses de la santé en Suisse, on prenait, puis on faisait, normalement il faut bien les choses. Eh bien là, pas du tout. Ils ont appelé les cas de PCR les tests. Et si vous voulez, au lieu de compter, c'est des tests qu'on nous a achetés, ils mettaient cas, et tout le monde comprenait que c'est cas égale maladie. Donc ça a commencé à influencer la mentalité de tout le monde, que, ah mon Dieu, il y a tellement de cas. Et je leur disais, vous pouvez dire que c'est des cas de test, c'est pas des malades. Mais quand on vous dit, toi tu as un cas, ben oui, tu es malade. Bon, alors c'était, vous savez, ils ont joué sur ces mots, c'est une catastrophe. Déjà le mot pandémie, ils n'auraient jamais dû l'utiliser. Le mot cas, ils l'ont utilisé comme si c'était des cas pathologiques, des cas d'hospitalisation. Et alors, non seulement ils ont mis le PCR aux gens qui sont en bonne santé, ils l'ont mis à tous les malades qui rentrent à l'hôpital, tous, obligatoire. Donc, c'est clair qu'ils pouvaient faire 99% de positifs. Vous savez, ça va faire un peu d'ambiance dans la caméra. Et j'ai dû dire un truc. Ah oui, c'est très important. Donc, si vous regardez la chaîne du système de santé, quand quelqu'un est en bonne santé, il reste dehors, et c'est ça, la santé publique, c'est la population en bonne santé, et tant qu'elle est en bonne santé, on ne va pas l'alarmer et puis lui faire des tests. Ça, c'est l'éthique de la santé publique. Et bien là, on obligeait les gens en bonne santé à faire des tests, et tout à coup, ils étaient malades. Ils disaient, oh, je suis malade, je vais contaminer ma grand-mère. Vous voyez, et vous voyez les conséquences mentales que ça crée. Et donc, soit on est en bonne santé, et puis on vous fait croire ça. Si vous ne prenez pas les tests, on dit, mais tu n'as pas pris de test, tu ne sais même pas. Hein. On culpabilise les gens. Ensuite, quand on rentre à l'hôpital pour n'importe quoi, on oblige à faire un test, ce qui est illégal, parce que c'est un médecin qui doit décider si on doit faire un test ou pas. Ce n'est pas une technologie qui décide, ou un hôpital qui tout à coup fait une politique. D'ailleurs, tous les hôpitaux universitaires ont été achetés. Vous voyez bien qu'il y a des chaînes de transmission de la même politique de harcèlement et d'extorsion du consentement à tous les niveaux. Ça, c'est une extorsion de consentement, ce test. Et ça, vous vous rendez même pas compte, puisque tout le monde dit, mais non, ça joue. Hein, et donc, même les médecins à l'hôpital, même Didier Pittet, que je m'entendais super bien avec, il a commencé à faire la même chose. Je disais, mais c'est contagieux, là. C'est Rhinocéros. Vous connaissez le livre de Ionescu, Rhinocéros ? Mais ce livre, il est magnifique. Enfin, il est facile à lire. C'est des gars qui sont sur une terrasse valaisanne. Puis ils boivent des verres et tout à coup, il y a un rhinocéros qui passe. Et il dit, ah, t'as vu un rhinocéros? Ah non, j'ai pas vu. Et tout à coup, après, il y en a 2 qui passent. Après, il y en a 3. Et après, la ville se transforme en rhinocéros. Si bien que le gars qui avait vu que c'était un rhinocéros, c'était le seul à le voir. Tous les autres n'avaient pas vu que c'était des rhinocéros. Donc, c'est un peu ce qui se passe. Mais nous, on est résistants. Donc, nous, on voit les rhinocéros. Et donc, on est l'élite. C'est pas eux, l'élite. Là, on est dans une élite. Ceux qui ont compris cette situation, c'est pour ça que je passe du temps à expliquer le sens de la cohérence de ce qui se passe. Parce que c'est hallucinant, cette fraude. Mais hallucinant. Alors, je vous finis la chaîne du système de santé. Donc, non seulement ils ont réussi à faire tester des gens en bonne santé, à tester tous les gens qui arrivent, ils ont réussi à tester les gens morts. Et même dans le cercueil, ils ont été testés dans le nez. Et non seulement ils ont fait ça, mais ils n'ont pas fait d'autopsie. Donc, ils ont remplacé l'autopsie par un test. Non, mais vous voyez ce qu'ils voulaient prouver, en fait. C'est très simple, le crime, on fait de l'Agatha Christie, là. C'est vraiment de tout faire pour censurer la vérité et de imposer un test qui vous crée la réalité et la nouvelle réalité. Et ça veut dire qu'on va escamoter la mort, carrément. D'ailleurs, c'est ce qui arrive maintenant. Et alors, dans le système de santé, ce qui est aussi arrivé, c'est qu'ils ont fermé la porte des urgences. Non, ils ont fermé toutes les portes d'urgence, sauf celle principale de l'hôpital cantonal.
Et tous les médecins qui recevaient les urgences, ou SOS médecins et tout le monde, qui avaient des urgences chez eux, tout à coup, c'était l'ordre de marche, mais il y a des médecins ici, Pierre Hervé et les autres, il faut me confirmer, ils ont fait l'ordre d'urgence qu'il faut les envoyer aux urgences. Et donc, moi, je suis rentrée dans le cadre du directeur médical de l'hôpital de Fribourg, parce que sur Facebook, il a commencé à paniquer tout le monde, et il a dit « Oh, il y a des ambulances qui arrivent, tout le monde est malade à Fribourg, tout le monde... » Puis, je rentre dedans, puis j'ai dit « Mais arrêtez de faire la panique sur Facebook à les gens. C'est pas votre rôle, c'est pas éthique de faire peur aux gens. D'ailleurs, c'est... une plainte pénale, c'est dans le code pénal, l'article 253, les médias ou n'importe qui fait peur à la population sans raison est passible de peine pénale. Oui, mais vous pouvez y aller. Hein, ceux qui sont avocats, vous pouvez vous amuser, là, c'est Disneyland des procès. Non, mais c'est très important de contester, parce que sinon, on va droit dans l'illusion de tout ce que je vous raconte. Donc, ils ont fermé, non seulement ils ont fermé les portes d'entrée, c'est comme dans une maison, vous fermez toutes les portes sauf une. Donc, bien sûr que ça fait une surcharge. Et en plus, ça fait 10 ans qu'ils ferment les lits d'hôpitaux, de plus en plus. D'ailleurs, la centralisation des hôpitaux en Valais fait peut-être partie de ça. Parce que ça fait depuis 2009 qu'ils ont accéléré ce plan qui arrive aujourd'hui. Et on pourra revenir dessus. Et en France, beaucoup aussi. Oui, alors en France, c'est la cata. Mais partout. Moi, je vous dis, c'est mondial. Ce que je vous raconte, c'est pas local, c'est mondial. Bien sûr que c'est mondial. Parce que la même plan s'est déroulée au début, partout la même, mais maintenant, ils font de l'intelligence artificielle. Alors, ils font le profiling des protestants, des protestants. Pardon. Ouais, aussi. Toutes les religions, elles sont profilées. D'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup qui parlent, si vous avez remarqué, il y a très peu de prêtres catholiques, de pasteurs qui parlent. C'est un scandale. On se demande s'ils sont payés, qu'est-ce qui se passe. Heureusement qu'il y a Vigano et 2-3 héros qui sont là. Où? Ah oui, Bogliono, non, le frère Bogliono, il est génial. Oui. Ouais. Bogliono, il s'appelle quelque chose. Frère Bogliono, c'est génial comme il parle. Il va très loin, il est visionnaire en plus. Bogliono. Et puis aux États-Unis, il y a Burke, où il y en a un aussi. Mais il y en a très très peu. Voilà, donc vous voyez, en fermant dans le système de santé toutes les portes, en changeant et en censurant la vérité sur la science et en imposant une nouvelle définition de la maladie avec un test, une technologie qui vous décide pour vous et pour les médecins qui n'ont plus rien à dire, on leur enlève tout droit de parler, on les censure et on leur impose, en plus on leur en retire les médicaments qui soignent comme l'hydroxychloroquine et l'ivermectine, et on leur dit qu'ils n'ont pas le droit et on leur donne du Remdesivir qui tue. Ah, c'est magnifique, hein. Comment vous voulez mieux faire que ça? Je ne sais pas comment ils auraient mieux pu faire pour tuer les gens. Et on est vachement résistant quand même. Parce que ce qui est arrivé, donc voilà, le PCR, grosse fraude, mais ce qui est très intéressant là-dedans, c'est de vous imaginer que c'est des gens obsédés par la technologie à tout prix pour vous faire croire absolument ce qu'ils veulent et vous faire décider. Et c'est pour ça que même les votes, j'ai beaucoup de peine parce qu'il y a de la technologie derrière et j'encourage tout le monde à aller se mettre comme scrutateur et dire à tous les Valaisans et toutes les communes d'aller voter à la main ou de photocopier ce qu'ils ont fait. Et il faut que maintenant il y ait des êtres humains qui comptent les votes. C'est pas possible de continuer comme ça. Parce que même les banques vont devenir informatiques, les postières. Je dis aux postiers, mais pourtant ils ont compris certains postiers. Hein. Mais bientôt on va plus pouvoir avoir de timbre. Je sais pas si vous avez remarqué que les postes sont en train de se fermer petit à petit, qu'il y a moins, on n'arrive un peu plus à avoir un timbre. Je me suis énervée, j'ai cru qu'on me prenait pour une dingue parce que je disais, mais c'est anormal qu'on doive commander un timbre sur Internet et sur le téléphone. J'ai dit, j'arrive pas, je devais envoyer un paquet, un livre. Et j'ai dit, je n'arrive pas, pourtant je suis pas mauvaise, hein. Je fais de l'informatique depuis 20 ans, 25 ans. Et le gars, la femme, elle me dit, non, vous devez vous débrouiller, sinon vous devez payer 3 francs. Je dis, 3 francs pour un timbre, quelque chose qui ne joue pas. Et je dis, mais vous imaginez une personne âgée, elle ne sait pas comment faire, et vous l'obligez à passer par Internet, c'est contre la loi. Et voilà où on en est. On en est là. Et j'ai dû parler au Seigneur au Conseil des aînés à Berne pour
sur la télémédecine, parce qu'ils ont les 20 ans du Seniorenrat. Et j'avais je sais pas, l'interdiction, mais il y avait de la polémique s'il fallait me garder, parce que je disais des choses comme je vous dis maintenant, la science. Mais j'essaie toujours de ne pas trop attaquer les politiques pour qu'elles se sentent à l'aise. Mais voilà, et bon, donc je me suis retrouvée avec Guy Parmelin, Edward Dreyfus, Schmitt, comment elle s'appelle déjà, Widmer-Schlumpf, mais je me suis pas assise à côté, j'avais peur qu'elle était vaccinée. Je me suis dit, quoi. J'avais vraiment pas envie d'être à côté. Elle avait moins 4 bodyguards. Moi, j'avais 2 retraités copains qui sont venus. Et donc, je devais parler de la non vaccinée, ouais. J'ai parlé de la télémédecine. Pas la télémédecine. Je voulais que je parle de la télémédecine, mais aussi du vieillissement 2.0. Moi, je parle de la régénération, tout ce qu'on peut faire pour vivre plus longtemps, etc. Mais je vais dans du naturel à, bien sûr, les prothèses de la hanche qui ont quand même sauvé des personnes qui se tiennent pas bien, des fausses dents, on peut sourire, de tas de choses qu'on peut faire avec la santé, la technologie. Et donc, c'est pour ça que Klaus Schwab et tout le monde, ils sont très contents quand j'écris ça, parce qu'ils étaient très contents de voir que j'allais. Maintenant, je comprends pourquoi ils s'intéressaient à mon livre. C'est parce que j'allais dans leur sens du transhumanisme. Et moi, je ne voyais pas ça comme ça. Je voyais ça que c'est une aide, mais pas que ça va remplacer l'être humain. Et donc, quand j'ai vu que l'OMS... je vais rester un peu sur ce sujet. Quand j'ai vu que l'OMS avait les 2 dernières choses qu'ils ont publiées, c'est très intéressant, parce qu'ils ont mis l'accélérateur, là, l'OMS, c'est un rapport sur le génome, comment faire l'édition du génome, et l'autre, c'est comment digitaliser la santé. Et quand j'ai vu ça avant le référat, là, j'ai dit, je ne vais pas parler du Covid, mais je vais parler d'un truc, c'est qu'il ne faut absolument pas que les seniors se laissent dominer par la technologie. Il y a toujours le droit de sortir de la technologie. Et j'ai parlé de la postière, j'ai parlé du docteur, qu'il faut toujours avoir un docteur de confiance, que les petits villages, c'est justement ça, on connaît son banquier, on connaît son postier, on connaît le marchand, qu'est-ce qu'il nous donne à manger, mais c'est pas la technologie qui vous fait le beefsteak, vous voyez, parce que c'est en train d'arriver, ça. Hein. Et donc, qui vous met du graphène dans votre San Pellegrino, hein, par exemple. Il y a du métal, mais il y a du métal partout, ils ont mis des trucs partout, c'est hallucinant. Et donc là, on revient aux valeurs traditionnelles que la Suisse a, et le Valais en particulier avec tout le centre de la Suisse, je pense aussi, c'est qu'on revient local. Et enfin, les paysans vont reprendre du poids de la bête, ils vont avoir un marché énorme, et les communautés doivent s'organiser pour redevenir autonomes complètement, libres, autonomes, mais les votations sont très importantes. Vraiment. Et ces votations me tiennent à cœur parce que je pense que vous pouvez, dans vos communes, vous savez pourquoi je dis ça? Parce que sans brancher, moi je suis de la vallée de Bagne, donc sans brancher, dans les votes, les derniers, à la loi Covid, avaient dit non à la loi Covid et à 67%. Donc ils auraient pu sortir du système et dire non, nous, cette commune, nous on est une confédération, la Suisse. Si le canton du Valais, avec Darbelay, il décide des choses dictatoriales parce qu'il est sous le joug de la corporation, parce que c'est ça le problème, c'est que la corporation fédérale a réussi à contaminer les corporations cantonales, et donc c'est les communes, le maire des communes. Et donc, un à un, les communes doivent savoir ce qui se passe et aller compter, et on peut se nommer comme scrutateur. Moi je l'ai fait à Genève, au Paquis. Je me suis nommée comme scrutateur la dernière fois, puis j'ai pris les photos des votes et tout ça. Je peux vous dire que la loi pour le terrorisme n'avait pas passé, c'était 80% de non au terrorisme. Donc si vous revenez à la base, on gagne. Mais et là, on a une occasion incroyable dans 2 semaines. Il faut aller vite vous organiser dans vos communes. Mais non, franchement, c'est vraiment important parce que en science, il faut toujours recompter. Quand une machine, elle va vous faire les comptes des votes, il faut que dans les communes, on ait un checklist qu'on puisse compter et recompter les votes. Quand il y a des communes avec 200, combien c'est les plus petites communes en Suisse, 2000, je crois, ou 5000 habitants, c'est pas compliqué d'aller compter, faire du porte-à-porte. 500 420 zonas. Bah, génial. Non, mais c'est hyper facile, en fait. Alors, vous allez, puis vous commencez. Et puis, les gens vous viendront témoigner. Moi, j'ai voté ça, puis on refait le compte, puis on redemande un vote. Landsgemeinde. Oui.
2.0, 2.0, la Landsgemeinde. Je l'ai dit, j'étais invitée là à Berne à parler, là, il y avait Fulmich, il y avait Kennedy, et j'ai dit ça, j'ai dit, alors maintenant on recommence, Landsgemeinde 2.0. Et tous les Suisses allemands, ils étaient, ouais, on va faire ça. Bon. On revient aussi par rapport au vote par correspondance. Oui, c'est ça. C'est le vote par correspondance parce qu'on arrive à tricher. Oui, c'est ça. Et c'est ce qui est arrivé aux États-Unis. Et Trump, il le sait pertinemment puisqu'il a renversé les votes avec Clinton. Il a laissé faire la fraude maintenant pour pouvoir attaquer l'État profond. Et là, il est en train de recompter. Il avait tout bien organisé. Donc, organisez-vous. Le sommet du domino, il est aux États-Unis. Oui, oui. Ah, bah oui, parce que c'est là où il y avait l'État profond de toute façon. Ouais. Donc, je vais aller un peu plus vite pour arriver à l'injection. Mais voilà, vous voyez que le PCR est une technologie, c'est très important que vous compreniez que cette technologie, c'est juste un des exemples de comment on va imposer la vie partout. Et le vaccin en est un des éléments essentiels. Essentiels. Pourquoi? Parce que, attendez, là, je vous ai fini le raisonnement, PCR. Donc, il n'y a aucune raison d'avoir une pandémie ni d'une loi d'urgence. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus de morts en 2020 qu'en 2019, qu'en 2018, quand professeur John Ioannidis de Stanford University l'a montré, d'autres professeurs Tobiana en France aussi. Moi, je fais des rapports pour le Québec et Tobiana et Perron en ont fait aussi, et Alexandra aussi. Donc, on a tout démontré. Il n'y a aucune raison à avoir une loi d'urgence aujourd'hui, ni l'année dernière. Aujourd'hui, c'est autre chose, mais l'année dernière, ni tout le début de l'année, il n'y a absolument pas eu plus de décès. L'équivalent, c'est là. Oui, alors ça, c'est en train de sortir. Comment vous voulez qu'on compte? On sait, nous, que c'est faux, mais hospitalisé du Covid, mais comment est-ce qu'ils savent, puisque le PCR est faux? La mortalité suit les courbes de mortalité des grippes. On sait qu'il y a des grippes et on sait que c'est... Donc, c'est les gens qui étaient des hanging fruits, c'est des gens qui allaient décéder de toute façon, qui sont décédés, mais ils ont dramatisé ça dans la télévision. Ils ont pris des cercueils, ils ont filmé à la télévision suisse romande, ils ont créé la panique avec les fermetures des portes d'urgence, vous voyez, qu'une porte. Ils ont mis en scène un scénario de cinéma pour faire croire et faire peur. Et les médias aussi ont été achetés par... elles sont payées... Alors, vous voyez, si vous voyez que la Confédération est payée pour mentir, et qu'elle paye les médias, et que les médias, et les médecins, et les avocats, vous voyez que tout le système... Ils sont tous impliqués. Et sont impliqués. C'est les décideurs qui ferment, qui censurent les autres, en fait. Donc, ils ont bien analysé le système jusqu'à un moment où le local ne joue pas. Vous voyez qu'en Autriche, les gens se révoltent, ils essayent de confiner Salzbourg et un autre, mais en fait, le peuple est aussi un peu comme les Valaisans, ils se révoltent et ils ne veulent pas, et il y a beaucoup de procès, et c'est ça qui fait gagner du terrain, comme en France d'ailleurs. C'est tout le système des grippés. Tout, les grippés, mais c'est une vraie grippe. C'est une vraie grippe. Mais alors, je vais venir au vaccin, là. Donc, il fallait justifier. Le vrai truc, c'est qu'il fallait justifier le vaccin. Parce que c'est ça le end of the game. C'est ça. C'est pas cette injection qu'on va tenir les gens. Et on va savoir qui sont les vrais moutons et qui sont pas les vrais moutons. Et c'est vraiment clair et net aujourd'hui, bien que maintenant on a plusieurs chemins, parce qu'il y a ceux qui n'ont jamais eu ni test PCR, ni injection. Il y en a pas mal. Oui, je pense qu'il y a beaucoup. Et il y en a qui ont eu des tests, mais pas d'injection. Il y en a qui ont eu une injection et pas deux et pas trois, et qui se réveillent et qui se disent maintenant ça suffit. Donc on est de plus en plus qui ont compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, c'est très bien, et j'espère que dans la salle, c'est ça, parce que là, on a des solutions, même pour les vaccinés. Après, ce que je vais vous expliquer, c'est mieux que je le dise avant, qu'il y a des solutions, même pour les vaccinés, mais que ceux qui habitent avec les vaccinés, professeur Perron l'a dit, qui est un des plus grands infectiologues, mais on n'est pas sûr que c'est une infection, mais il le sait qu'il y a un danger, c'est que c'est les vaccinés qui sont un danger pour les autres. Et que pendant cet hiver, il va falloir les mettre en quarantaine. Okay ? Et je pense surtout les sportifs, parce qu'ils activent, les sportifs vaccinés, ils activent leur système d'assimilation. Et c'est comme si vous avez du sable dans le moteur, ça accélère l'encrassement en fait.
Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je ne peux pas vous expliquer plus scientifiquement comme ça. Mais voilà, on arrive à l'injection. Alors au début, c'est comme Agatha Christie, de nouveau, c'est un travail de détective. Au début, ça faisait aucun sens, donc pourquoi il force? Pourquoi il force? C'est un essai clinique. Un essai clinique, moi je suis chercheur et je faisais partie du comité d'éthique, on jugeait les comités d'éthique, j'ai fait partie de plusieurs comités d'éthique, on a un essai clinique avec 80 à 100 personnes. Ça suffit pour être significatif et on choisit très très clairement le groupe d'âge actif en premier, qui n'a qu'une maladie ou même pas, mais on choisit surtout pas les gens vulnérables pour faire un essai clinique, parce que vous allez les précipiter justement dans la maladie. Donc on prend surtout pas les enfants qui sont en plein développement, surtout pas les femmes enceintes parce qu'il faut attendre 12 mois, et surtout pas les personnes âgées, d'après leur théorie. Moi j'ai une autre théorie, c'est qu'il faut d'abord mesurer les anticorps dus, par exemple, de la tuberculose. Si vous avez les anticorps de la tuberculose, moi j'ai trouvé que je les avais il y a 10 ans, puis j'étais là, c'est intéressant, je ne savais même pas que j'avais eu la tuberculose. Et donc, j'ai les anticorps tuberculose, on ne va pas encore me vacciner avec me donner le truc anti-tuberculose. On risque de me réinoculer la tuberculose. Donc, le plus vous vivez, le plus vous avez des anticorps, et le moins vous avez besoin des vaccins. Et de plus, vous avez besoin de mesurer les anticorps pour ça, pour ça, pour ça. Maintenant, on ne sait pas de quoi on parle avec le Covid. Comment vous voulez faire un vaccin avec un coronavirus qui vient de la famille qui mute le plus de tous les virus? Et donc, on est très vite, je me dis, mais c'est aberrant. D'abord, le protocole, il est aberrant, la justification est aberrante, on ne meurt pas de ça, on a les médicaments, et en plus, on inocule quelque chose, on ne dit pas ce qu'il faut éthiquement. Alors, dans le protocole d'éthique, numéro 1, le design de l'étude doit être totalement indépendant. Vous ne pouvez pas avoir une firme qui paye pour l'étude et qui promeut ses résultats. Il faut une firme indépendante, comme une université, indépendante, pas payée par Bill Gates, comme l'Université de Genève, Lausanne et toutes les universités de Suisse, complètement. Vous pouvez checker. Tout le comité d'éthique de la Task Force, là, tous payés. Même professeur Tanner de l'Institut tropical de Bâle, là, de hygiène et training, là. Et pourtant, c'est quelqu'un que moi j'estimais beaucoup, et je vois là, professeur Tanner, waouh, ça c'est vraiment grave. Ça veut dire que ça fait longtemps qu'ils ont été intoxiqués par l'argent. Ouais. Donc le design doit être complètement indépendant, et même les chercheurs qui le font, il faut qu'ils garantissent qu'ils prennent soin de tous les gens qui tombent malades. Et ils sont responsables de ce qui a été inoculé si ça a une conséquence. Payer l'handicap, payer le problème, payer les soins, tout de suite s'occuper des gens. Ils ne payent rien. Si vous faites partie comme un cobaye d'un essai clinique, ce qui est en train d'arriver à l'échelle mondiale, eh ben, on vous prend en charge complètement. Certains sont même payés pour faire l'essai clinique et on signe un consentement où eux prennent la responsabilité. On n'a jamais vu une recherche où ceux qui font la recherche ne sont pas responsables des conséquences. Jamais. À part Nuremberg. Voilà, c'est pour ça que Nuremberg a existé d'ailleurs. C'est à cause de l'expérimentation et l'abus des médecins. Mais c'est peut-être probablement pas les médecins les responsables, c'était plus haut. Et cette fois, il ne faudra pas rater. C'est pas juste les médecins, c'est les décideurs qui ont obligé les médecins et toutes les familles derrière qui sont vraiment... C'est très très grave ce qui est arrivé. Donc essai clinique, et en plus, le plus gros de tout ça, c'est le consentement éclairé. Un consentement, c'est je vous demande si vous êtes d'accord de faire partie d'un essai clinique. Mais on ne vient pas vous dire c'est un vaccin quand ce n'est pas un vaccin, c'est expérimental. Et donc rien que ça, les gens ont oublié complètement parce que les médias parlent de vaccins, les gouvernements parlent de vaccins, il n'y a même plus le mot expérimental, on ne parle même plus d'essai clinique, il n'est même plus autorisé. Les essais cliniques, ils sont hors validation de l'autorisation de faire l'essai clinique, et en plus, il n'a pas été validé. Alors aux États-Unis, c'est pas clair parce qu'il y en a qui disent qu'il est validé et les autres pas. Vous voyez? Donc tout dans la recherche déjà, vous avez des fraudes mais massives de l'éthique, et l'éthique c'est la base de la légalité. Vous n'avez pas le droit de faire un forcing et obligé. C'est comme quelqu'un me dit, le pape dit que c'est un acte d'amour de se vacciner. Là, ça c'est un forcing, donc c'est un viol. Vous voyez, c'est dingue. Donc il est en train de forcer le viol. Mais si vous voulez, en France, en fait, il y a 5 accusés, il y a vraiment 5 accusations légales que je vous donne parce que ça peut vous aider. C'est vraiment harcèlement,
harcèlement, de vouloir absolument vous faire. Ensuite, extorsion de consentement, abus de pouvoir, abus de faiblesse et tentative de meurtre par empoisonnement. Et je viens à ça. Maintenant, la cause de ça. En fait, dans les fioles, on découvre de plus en plus ce qu'il y a. Au début, étape 1, spike protéine. Tous les médecins ont dit c'est une infection à la spike protéine. Dr Bridle, canadien, spécialiste des vaccins, avec le Japon, s'est consulté parce qu'ils avaient trouvé du métal dans les fioles. Ils ont commencé à dire mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Ils regardent la spike protéine en détail dans les autopsies, certains pays ont quand même admis. Et qu'est-ce qu'ils voient? Que la spike protéine est partout dans le corps, partout dans les organes, partout après les injections. Et ils se disent c'est pas normal, la spike doit rester juste à un endroit. Et en plus, il y avait 2 pointes là qui sont toxiques, hautement toxiques. Donc, Dr Bridel qui a dit, moi, normalement, je suis pro-vax, mais là, c'est arrêtons tout de suite le massacre. Et ça, c'était en juin, étape 1. Étape 2, et ça, c'est arrivé en août, là où le Japon a retiré toutes les fioles Moderna. Vous savez que la fabrique, elle est juste en haut de la vallée. Ouais, parce qu'il y a du métal. Il y a du métal dans les fioles. Oui, et l'ont vu, et les Japonais sont très hygiénistes, donc ils ont arrêté, fermé tous les centres et retiré. Ça a quand même passé la presse, ce qui est étonnant quand même, parce qu'ils censurent tout. Alors, voilà. Et donc, voilà, là, ils ont fait, ça c'est l'étape 1. L'étape 2, alors l'étape 2, j'appelle 2, c'est quand il y a des pathologues qui ont fait, avec des microscopes, des pathologues, des chimistes, ils ont commencé à regarder ce qu'il y a dans les fioles avec des autres microscopes. Pas seulement à fond noir, mais déjà à fond noir, vous voyez le graphène. Mais ils ont fait avec microscope optique, électronique et spectrographie de masse, et il y en a d'autres, mais en tout cas c'est les principaux. Alors, l'équipe d'Almera, 28 juin, l'équipe de l'université d'Almera avec Ricardo Delgado, la Quinta Columna, ils découvrent du graphène à haute dose dans une des fioles. L'autre équipe espagnole montre que dans l'autre fiole aussi. Alors là, c'était Pfizer, ils ont fait les 4 fioles qu'on connaît. Et donc, là, l'équipe d'Argentine a fait les 2 dernières fioles, et partout, il y avait ce graphène. Et donc, alerte, qu'est-ce que c'est ça? C'est hautement toxique, c'est un des plus intéressants biomatériels, enfin d'abord matériel, on ne sait même pas comment l'appeler, en nanoparticules. Qui est spécialiste des nanoparticules? Vous appelez ça comment? Un nanoparticulatiste? Je sais pas. Non, mais c'est un métier totalement nouveau. Enfin, nanotubes, nanoparticules. Moi, je dis, mais qui c'est qui est un expert ici? Non, mais vous voyez, c'est un monde, c'est un autre monde. On est dans le monde de la nanoparticule. Et la nanoparticule, comme on ne la voit pas, il faut vraiment faire des études très avancées avec des spécialistes. Et là, la médecine est limitée. La fac de médecine n'a jamais appris ça aux étudiants de médecine, et donc on n'apprend pas ce qu'on devrait toujours apprendre parce que ça a des conséquences. C'est les 4 types de pandémies, d'épidémies ou pandémies. La première, c'est infectieuse, c'est avec des virus, bactéries, trucs. Et la deuxième, c'est chimique, et là, c'est des métaux. Ça peut être des autres substances qui sortent dans les rivières, des industries, voilà. La troisième, la deuxième, c'est aussi infectieux par la nourriture, donc c'est différent quand on a des intoxications alimentaires, par exemple, ça c'est aussi la deuxième, ça peut être très grave, comme les salmonelles. Ouais. Et ensuite, troisième chimique, et la quatrième, c'est radionucléaire. Et donc, les médecins devraient être au courant de comment on fait, comment on gère et comment on analyse. Mais là, on est tous partis sur les infections. Pendant 6 mois, une année, on est partis sur les infections. Et c'est que depuis le mois de juin que ça s'est précipité avec le graphène. En août, ça s'est précipité avec les métaux. Et donc, il y a une équipe de Rainer Fulmich, c'est pas ça, c'est que Rainer Fulmich qui essaye de faire avancer les procès, mais c'est tous les pays du monde qui doivent avancer les procès. Il l'a dit depuis le début. Il a dit, on ne va pas faire un truc international, il faut d'abord faire les trucs nationaux et locaux, et ensuite on se met ensemble et on y va. C'est très logique en fait. Mais alors ce qu'il a fait de super intelligent, il a pris 2 pathologues très connus en Allemagne, dont un est aussi professeur en Suisse, professeur Burkhardt, et puis l'autre professeur Lange, et ils ont pris des microscopes, ils ont fait filmer, ils ont pris la presse, et ils ont fait une conférence de presse avec procès-verbal, et ils ont montré ce qu'ils ont trouvé dans les fioles. Et donc, graphène confirmé.
Deuxièmement, métaux, chrome et nickel, confirmé. Troisième, des parasites. Alors il a dit qu'il faut qu'on aille plus loin, mais en fait on sait qu'il y a du parasite Cruzi dans les autres équipes de recherche. Et puis la quatrième chose, alors, qui était la plus suspecte, c'était qu'il y a un genre de transistor. Il y a un genre de transistor. Et donc transistor, c'est un transmetteur, émetteur, transmetteur. Un RFID. RFID. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez de plus en plus de magasins, je vous le dis en passant, j'ai vu ça à Decathlon, parce que j'allais essayer de m'équiper pour le camping, si jamais de fuir. Et donc, non mais vous savez, on a tous nos tripes. Hein. Bon, et RFID, ouais, bon, c'est des réserves. Voilà. RFID, c'est vous avez un petit logo sur ce qu'on vous vend à Decathlon, et tout est tagué. Ça veut dire si vous achetez, c'est le Internet of Things, les objets sont connectés à vous. Donc, non seulement on sait que vous êtes vacciné parce que vous avez une antenne taguée dans votre vaccin, dans votre corps, on a testé, c'est dans votre corps et pas dans votre téléphone, parce que moi j'avais un doute, non, c'est dans votre corps, mais on sait que dans votre corps, vous êtes connecté à votre carte de crédit et vous êtes connecté à tout ce que vous avez acheté qui est tagué, dans votre voiture par exemple, dans votre ordinateur. Et on sait tout ce que vous faites. Et d'ailleurs, ce que, je vous le dis en passant, je sais que c'est un peu effrayant, mais je vous donnerai une solution pour désharceler ça. Et en fait, si vous êtes avec quelqu'un qui a ce pass sanitaire, vous lui dites, va demander à la serveuse ce qu'elle voit avec le pass. Eh ben, vous voyez tout. Vous voyez quels médecins ils ont, combien de choses ils ont fait, s'ils ont dormi. Et si vous allez sur le Darknet, les spécialistes du Darknet, vous allez sur le Darknet, un site qui s'appelle SIT Thorium, c'est en latin, j'ai cherché, ça veut dire so will it be, et Thorium c'est comme auditorium, c'est le lieu de quelque chose qui est important. Et donc dans ce Darknet, site Thorium, vous tapez le nom d'un copain ou une copine qui s'est fait vacciner, et vous avez tout son pédigré, quand elle dort, quand elle mange, et vous avez tout. Et pourquoi? Parce qu'ils ont mis des biomarqueurs dans le corps. Et je ne peux pas vous dire plus que, en tout cas, il y a comment elle dort et comment elle se comporte. Ce qui est comme Facebook, quoi, si vous êtes sur Facebook, quoi. Et donc, on en arrive là à leur plan technologique. Vous voyez où il est le plan technologique? C'est d'un côté de technologiser le tout et le corps humain pour que vous soyez des antennes mobiles, et ceux qui ont un Samsung ancien, pas le nouveau ni l'avant-dernier, ça va, mais il n'est pas complet. Les anciens Samsung, gardez-les et vous regardez dans le Bluetooth les antennes qu'il y a avec des numéros, et vous savez combien il y a de vaccinés une fois au moins dans la salle. C'est seulement avec les anciens Samsung? Ouais. Pas les nouveaux? Non, pas les nouveaux. Non, les nouveaux, ça ne fait pas. Les iPhones, ça marche pas, malheureusement. Mais moi, le dernier truc, j'ai parlé à Genève devant des jeunes, et il y en a un qui vient avec un vieux Samsung, et ils étaient 50, et il y avait 21 vaccinés. Je dis, wow. Alors que l'avant-dernier Samsung, il en envoyait que 2. Ah, voilà. Vous voyez? Voilà. Mais ce qui veut dire que vous êtes sous antenne, vous êtes connecté aux antennes 5G éventuellement. Si on peut vous envoyer des informations, vous envoyez des informations. C'est ça la nouvelle science de la bioacoustique, des fréquences, c'est qu'on peut, de l'eau, c'est qu'on peut vous envoyer des informations par Internet, et on peut en recevoir par Internet. Professeur Montagnier l'a démontré, on peut envoyer votre matériel ADN par Internet. Et donc votre PCR, où il y a des antennes, on a trouvé de l'hydrogène, du lithium et tout ça, peut envoyer, la technologie peut être à ce point-là avancée qu'elle peut envoyer des informations par Wi-Fi au Darknet, là, machin. Voilà, on est dans la science-fiction, mais elle est vraiment réelle. Donc on revient au Vax. Donc ça, c'est la deuxième étape, c'était qu'ils ont trouvé tout ce matériel, ils ont fait un procès-verbal et ils ont dit, on doit avoir plus d'experts. Pour l'instant, on est en train de vous dire, arrêtez tout de suite toutes les injections, et ceux qui continueront seront mis en accusation sur une liste d'accusés, parce que c'est très dangereux ce que vous injectez aux personnes. Et le plus ils injectent, et le plus l'immunité baisse. Maintenant, les recherches sortent. Je ne sais pas, en tout cas, dans les nouvelles fioles qui circulent, ils ont trouvé une hydre. Et c'est en fait un œuf de parasite qu'ils ne comprenaient pas. Et ils ont dit, donc il y a 4 chercheurs qui se sont dit, ça c'est très bizarre. Ils ont utilisé des autres techniques, dont un archéologue
qui est égyptologue, comment il s'appelle, Kurzweiler, non, ça c'est ouais, c'est un Polonais, Kurzweiler, un truc comme ça. Ensuite, il y a Karim Adjé, et puis il y a Kenta, et il y a encore Ariana Love. Il y en a 4 qui ont prouvé, qui ont confirmé que cet œuf, quand il est à température du corps, en fait, quand vous le mettez, les autres n'avaient pas fait ça. Vous voyez comme on avance dans la science. On comprend un truc, on va un peu plus loin, et là, on arrive à un truc qui est vraiment la clé, peut-être spirituelle, de ce qui est en train de se passer. C'est que donc l'œuf s'éclot et arrive un genre de petite pierre. Donc vous savez que les hydres, d'ailleurs c'est dans une page de mon livre, c'est le secret de l'immortalité, parce que l'hydre vous la coupez et ça te repousse tout le temps. À l'université de Genève, moi je parlais beaucoup avec Brigitte Galliot, qui est une spécialiste de l'hydre, et c'est fascinant. Donc ça a fasciné bien sûr ceux qui veulent être immortels et nous contrôler immortellement. Donc ils ont cette petite hydre, et ce qui est fou, c'est que autant le Polonais Kuzelski, voilà il s'appelle, et que Karim Adjé, on dit que c'est étonnant parce que ce petit être vit et qui a des yeux et qui se bouge et il réagit, ouais. Et puis l'autre, le Polonais, a regardé les pattes par rapport au corps, il a dit, alors c'est vraiment très long, il y a 2 mètres pour... Donc voilà, et ils ont dit, donc Karim Adjé qui connaît quelque chose parce qu'elle était dans le laboratoire quand ils ont développé ça, elle dit que ça se colle au système nerveux et donc ça se développe avec le système nerveux, donc ça crée des hybrides, ça crée des transgéniques, et que ça, c'est, si vous voulez, si des enfants naissent avec ça, c'est déjà, bon, on disait déjà c'est des enfants OGM, hein, mais d'ailleurs c'est Perron qui a dit c'est un vaccin OGM, c'est pas du tout un vaccin. Et donc, ça veut dire que c'est plus les mêmes êtres humains, ils ont réussi. La deuxième chose qu'ils voulaient faire, c'est de changer le génome humain, c'est-à-dire le patrimoine de l'humanité. Et c'est là où on arrive vraiment au but spirituel. C'est enlever de l'être humain toute connexion avec plus grand que lui, puisqu'on n'est pas que des corps, on n'est pas que du génome, et que notre génome est une antenne, en fait, on a un pouvoir énorme de se changer, de se générer. C'est l'épigénétique, c'est pas la génétique, c'est l'épigénétique. Il casse carrément les capacités d'immunité et d'épigénétique. Donc c'est votre capacité à donner des ordres à votre corps que oui, je suis en bonne santé, je m'endors et demain je serai en pleine forme, ou de dire je serai déprimé puis vous n'êtes pas bien le lendemain. Donc on a un pouvoir en nous qui est beaucoup plus grand, qui était déjà en train d'être étudié avec l'eau, comme vous pouvez informer l'eau, les plantes, etc. Vous avez de la force spirituelle. Et d'ailleurs, les magnétiseurs et les gens qui sont dans la santé naturelle énergétique ont tous fait le même constat, c'est qu'ils n'arrivent plus à soigner les personnes vaccinées. Ils n'ont plus de connexion, ils disent c'est plus la même chose, c'est très intéressant de parler avec eux. Oui, il y a quelque chose même... ouais, c'est ça, ils disent qu'ils n'arrivent plus à les reconnecter. Mais enfin, ça c'est pour vous montrer qu'il y a des conséquences, mais il y a des solutions aussi. Et une des solutions, en fait, c'est qu'il y a des traitements naturels, et ça c'est Ricardo Delgado d'Espagne qui continue à le dire, pour enlever l'électromagnétisme et pour enlever le graphène. Donc le graphène, je vais vous dire après pourquoi. En fait, le graphène, c'est le NAC ou glutathion. Le NAC, il est dans le fluimicile ou le solmucol. Tout le monde a eu du fluimicile dans son enfance, c'est pas du tout dangereux, et ça enlève le graphène. Et donc solmucol ou glutathion, et ça marche très très bien, et du zinc. Et pourquoi le zinc? Parce que les métaux, quand vous en avez dans votre corps, ça vous enlève le goût de la bouche et l'odorat. Et c'est le zinc parce que vous avez moins de zinc, donc il faut prendre plus de zinc et vous retrouverez, en tout cas ça c'est des médecins qui l'ont bien rapporté, cette connaissance médicale, que le zinc vous redonne le goût et l'odorat parce que c'est lié aux métaux. Donc zinc et solmucol ou fluimicile en Suisse ou glutathion, et en déjà une semaine vous n'êtes plus tellement électromagnétique et je pense que votre antenne n'est plus là. C'est ce que dit Ricardo. Donc, il avait ses parents, il les a guéris de ça, et il faut y aller pendant 1 mois. J'ai des feuilles là que vous pouvez photocopier ou en prendre, je n'ai peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, vous pouvez prendre des photos sans problème. Donc, il y a ça, et pour la spike protéine, bien sûr, l'ivermectine, ça marche très bien.
C'est quelque chose qui est un peu au marché noir en Suisse, donc je vous invite à voir. Sinon, il y a des plantes, hein, c'est les aiguilles de pin, il y a germanium, zéolite, ouais, mais ça c'est... Ouais. Moi, ou alors le dioxyde de chlore de Andreas Kalker qui distribue pas. Il donne la façon de faire à toute l'Amérique latine, il travaille avec 5000 médecins. C'est non seulement ça casse la protéine spike complètement, ça c'est ce que Andreas Kalker dit, mais en plus c'est antibactérien, antiparasitaire, ça a un goût pas terrible, mais vous pouvez faire une dilution de 1/10 et puis boire à petite goutte dose, et c'est très efficace. Déjà après 24 heures, ceux qui avaient les symptômes Covid qui étaient proches de moi, ils ont plus rien eu. Donc ça c'est des choses naturelles qui ne coûtent absolument pas cher et qui bien sûr sont censurées. Et c'est pas l'eau de Javel, c'est presque, comme dit Monsieur Bron du département de la santé, il m'a interdit de parler du dioxyde de chlore en disant que c'est très dangereux parce que c'est presque de la Javel. Et en fait, c'est pas vrai. Il faut vraiment, c'est pas de la Javel, c'est du chlorine dioxide et pas du chloride. Trump en avait parlé, et c'était pas bête, il avait parlé de ça, et des UV. Et les UV, effectivement, sont utilisés dans les hôpitaux en Inde et partout, pour enlever les bactéries et tous les parasites dans une salle d'opération. Et je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas l'utiliser dans un restaurant, dans un hôtel, sur vos masques. D'ailleurs, je connais un ingénieur, j'ai dit, mais pourquoi tu mets ces masques qui sont pleins de graphène, parasites, machin. Oui, vos masques, en fait, faut bien les désinfecter et tout ça. Et lui, il met les UV dessus et ça tue tous les trucs. Donc, vous pouvez mettre du dioxyde de chlore en spray, à 3%, voilà. Vous pouvez aller, là j'ai aussi mis le site de Andreas Kalker qui est suisse-allemand et qui est très bien. Oui, alors un masque en plastique ou en tissu, puis vous le faites vous-même. Mais par exemple en Autriche, ils veulent le FFP2 et ils le veulent sur le nez, sinon ils vous donnent une amende. Et moi je me promène avec une attestation médicale que je ne supporte pas le masque, je ne supporte de toute façon pas, même mentalement. Et donc, c'est accepté maintenant de plus en plus. Mais alors en Autriche, ça allait, sauf les flics. Alors les flics, je me suis pris de bec avec, j'ai dit, mais comment vous savez que cette attestation n'est pas valable à la douane, hein? Ils disaient, non, vous devez mettre le masque. J'ai dit, non, parce que s'il m'arrive quelque chose, c'est votre faute. Alors vous signez, vous allez je les embêtais, hein, exprès un peu. Et à la fin, je lui dis, alors si j'ai un pacemaker, puis que je passe par le scanner, et que je vous ai dit que j'ai une attestation, et que j'ai un problème, c'est vous restez responsable, monsieur. Et là, il ne savait plus quoi dire, il est parti. On doit s'entraîner aussi, hein, c'est un jeu aussi. Il faut ses droits, c'est ses droits. Voilà, en tout cas, ça c'est le tour de ça. Et ce que je veux dire, c'est que ces votations sont importantes, mais plus important, c'est de reprendre en main sa santé tout de suite et celle de vos entourages, de ceux qui se sont vaccinés, qui ont compris. Les autres, on peut pas se morfondre. Moi, des jours, j'étais déprimée. J'ai dit, après, j'ai parlé à Jean-Luc Duhamel, qui est un juriste en France. Il a dit, je m'en fous, ils n'ont rien qu'à aller. C'est leur problème. Et puis, il m'a fait rire. J'ai dit, ouais, mais c'est vrai, finalement, il faut un peu se séparer émotionnellement en disant, ok, on s'occupe de ceux qui vont, on est solidaires, on est ensemble, et on reste dans la joie, on décide d'être heureux. Et ça, c'est une grande décision. Il ne faut pas se laisser contaminer. Voilà, puis voilà. En tout cas, je suis là et je serai toujours en Valais. Je suis très solidaire et je crois vraiment que le Valais peut vraiment se développer en indépendance totale. Je pense que ce sera nécessaire. Par contre, Genève, je pense que ça va devenir le centre mondial de santé globale avec Gavi, l'OMS et tout. Ils sont en train, je ne sais pas si vous voyez, de mettre des barrières avec des transformateurs et des 5G et des bâtiments partout. Ça sent mauvais, hein. Je pense qu'il y a tous les Valaisans qui vont revenir. Alors voilà, je peux y répondre à vos questions volontiers, je vais ça. Alors, ce que je peux dire, c'est que je sais de sources de gens qui ont étudié Bill Gates qu'il met à peu près un tiers de placebo dans les gens qui veulent stériliser. Il voulait stériliser les femmes en Afrique. Et donc, il mettait toujours un tiers pour montrer, mais non, mais vous voyez que ça fait rien, là, il y a quelqu'un qui va bien. Mais je pense que dans ce cas-là, c'est pire que tout. Je pense que c'est un crime, qu'à chaque fiole, il y a des trucs, le graphène, ils veulent en pester tout le monde, parce que le graphène, le plus vous en avez, c'est comme un moteur qui s'éteint doucement. Tout à coup, les gens tombent. Je ne sais pas si vous avez vu la liste des sportifs qui tombent. C'est 17 pages de sportifs, et ça va, je ne sais pas combien il y en a 300, 500,
Et donc, ça veut dire que c'est le moteur qui soit accélère et que tout à coup, ça arrive au cœur et ça s'arrête. Et tombe. Donc, non, moi, je pense que cette fois, peut-être le premier vaccin, mais après, non. Ils ont calculé leur truc. C'est un empoisonnement chimique. C'est pas une infection typique. C'est un empoisonnement chimique qui crée des infections ou qui crée des inflammations. Mais il y a quelque chose qui joue pas dans... C'est quelque chose sur la durée, en fait. Oui. C'est un petit empoisonnement. C'est vrai, moi je suis une scientifique, mais je suis très parascientifique et j'essaye de trouver le lien entre la spiritualité et la science. Donc là, il y a science sans conscience avec ruine de l'âme, on sait, mais en fait, nous, on est des fréquences. Et d'ailleurs, Einstein avait dit la médecine du futur sera une médecine des fréquences, ouvrir. Ou un truc comme ça, où Malraux a dit ce sera le siècle de l'esprit ou pas. Voilà. Mais alors, je sais, le lien que je trouve, c'est les fréquences. C'est qu'on est des êtres électriques, bioélectriques. Il y avait une chaire de médecine bioélectrique à Paris avec le professeur Vincent, je ne sais jamais ses prénoms, et il n'y en a plus de faculté de médecine avec une chaire bioélectrique. Parce que quand on sait qu'on est bioélectrique, on sait qu'on a du pouvoir de régénération, on se régénère, et en plus on sait qu'on a un pouvoir magnétique sur les autres, en bien ou pas. Et donc on sait avec la physique quantique, et c'est pour ça qu'ils se sont accélérés, ils savent que les gens commençaient à comprendre leur pouvoir, et le pouvoir de pouvoir se guérir, s'auto-guérir eux-mêmes. D'ailleurs il y a des tas de personnes qui commençaient à aider avec des méditations, le pouvoir des prières Mac Taggart au Canada, elle a écrit Le pouvoir de 8 et elle faisait des sessions de prière de 8 et elle faisait guérir les gens. C'est vachement intéressant. Et même en Chine. Et après, il y a eu, il y a Dispenza, il y en a d'autres qui ont fait des méditations où il y a eu des analyses neurologiques pour montrer que les gens peuvent se guérir eux-mêmes. Et donc on y arrivait et tac, ils nous ont coupé. Donc je confirme qu'ils le savent, c'est très très bien. Que, en fait, notre pouvoir est beaucoup plus grand. Il y a même des gens du militaire qui sortent et qui disent vous vous rendez pas compte le pouvoir qu'on a. Nous, on l'apprend aux militaires à utiliser notre cerveau et à faire de notre cerveau des êtres supérieurs, enfin, dans le terme militaire. Alors, d'organiser les communes, parce que le plus important, c'est que ces communes, chacune où vous êtes, je sais pas, vous êtes où? Et il y a combien de gens? Il y a combien? Et qu'une commune ou bien? C'est qu'une commune, hein, Sion. 25 000. Eh bien, il y a combien de bureaux de vote? Il n'y a que un? Alors, vous vous constituez, en tout cas deux, vous commencez à réfléchir maintenant. Deux comme scrutateurs, c'est dans la Constitution. Vous pouvez vous nommer scrutateur. Non, le jour même, vous allez en dernier. Puis vous venez à deux, puis vous êtes, je suis scrutateur, selon la Constitution, j'ai le droit de me nommer comme scrutateur. Et puis vous prenez des photos, vous enregistrez, c'est assez marrant à faire, hein, parce qu'ils sont tout étonnés, et ils m'ont laissé après. Et vous prenez les photos des votes comptés. Mais moi, en tout cas, c'est une action que je trouve très importante en Valais. Parce que quand j'ai vu qu'il y a des communes qui se libèrent toutes seules, je me dis, mais c'est super, Zermatt va voter non. S'ils comptent, s'ils comptent bien, si vous avez des amis là-bas, vous leur dites, puis on essaye ça. Sinon, comme ça donne une excuse pour les avocats de dire on va recompter. Et jusque-là, moi j'ai cette crainte de la fraude. Sinon, on gagne. Intéressant, c'est que ça devient un modèle. Contre-modèle, en fait, pour nous, ça nous aide parce qu'on peut en parler dans le monde entier, on parle de ça. Moi, je connais Philippe Cruzet, qui est leur avocat, qui est génial, c'est un des meilleurs en Suisse, hein. Il va jamais abandonner. Et donc, on a un cas là, il va être célèbre toute sa vie, parce que ça, c'est l'effet Streisand, ils appellent ça, c'est que le plus on vous casse, le plus vous devenez célèbre. Donc, il ne faut pas hésiter, si vous avez un instant. Ça fait une pub géniale hein, pour les business. En fait, c'est ça qu'on doit comprendre, c'est que d'être vrai, puis d'être dans la solidarité, ça fait une publicité pour le Valais, ça fait une publicité pour votre entreprise, pour tout. On doit renverser les valeurs. Eux, ils ont inversé les valeurs, il faut renverser les valeurs.
Ouais, il et elle. Il y a aussi des femmes. Mais écoutez, vous pouvez faire un peu le calcul. C'est sûr que les Rockefeller et les Rothschild, tout le monde le dit, ont toujours été dans ce rôle-là. Ce Ross, voilà, la reine d'Angleterre, voilà. Mais il y en a beaucoup d'autres. Je peux vous dire, c'est qu'il y a eu un accord qui vous montre un peu les lieux stratégiques. C'est pour ça que ça arrive en Europe. C'est qu'il y a eu un accord dans les années 1700, je crois, 86, comme ça, entre Washington, qui n'est pas américain, qui n'a jamais été un État américain, et peu se sont rappelés de ça. C'est vraiment un État hors circuit. Donc, il y a eu un accord entre Washington, la Cité de Londres, qui n'est pas non plus anglaise, et le Vatican. Et donc, ça a été dénoncé d'ailleurs par l'équipe de Trump au moment avant qu'il se fasse voter. Moi, je suivais de très près et j'ai découvert ça. Moi, je ne le savais pas du tout et ça faisait sens. Et c'est pour ça que les présidents des États-Unis, depuis ce temps-là, à part quelques rares présidents, je crois que c'est à partir du 16e ça a commencé, ils ont été des CEO d'une corporation mondiale qui volait le droit maritime de naissance. Ça veut dire que votre birth certificate ne vous appartient pas, il est codé, vous êtes disparu en mer dès votre naissance, et puis, comment ça va déjà? Vous êtes disparu en mer, et après, ils vous réintègrent avec un numéro, et vos impôts, tout ce que vous ramassez va dans cette poche de corporation, et ils ont mis tous les pays du monde, apparemment, sous la coupole de cet État profond qui s'est organisé en triangle entre Washington, l'Angleterre et le Vatican. Et ça explique beaucoup de choses quand vous réfléchissez après. Que tout a été organisé et beaucoup, bien sûr, autour de l'argent. C'est pour ça qu'on n'aime pas l'argent souvent quand on est spirituel, mais bon, faut enrichir l'âme en même temps, et ça, c'était pas leur cas. Moi, j'ai aussi une théorie, parce que vu l'hydre, ce qu'elle est, c'est qu'ils n'ont pas le même génome que nous et que c'est une autre race. C'est pas la même. C'est pas possible d'être aussi inhumain. Ils ont des caractéristiques qui sont claires. Il n'y a aucune empathie. Il y a très froid. C'est du sang froid, comme dit Alexandra. Elle me dit c'est très facile. Ils ont du sang froid. Et puis vous voyez, en fait, vous pouvez les tester. Vous testez l'empathie, la compassion, et vous voyez si c'est authentique ou pas. Et puis on voit assez rapidement la dureté. Alors, il y a bien sûr des personnes qui ont des complexes et des difficultés, mais quand même, là, il y a des paramètres spirituels, je pense. Puis vous parlez de spiritualité, alors là, ça va être très difficile, parce que c'est comme la Deuxième Guerre mondiale, la Suisse était très difficile à prendre. Il y a des vallées, il y a des montagnes. C'est très difficile. Quand vous avez une terre plate, c'est facile. Non, je pense pas. Non, moi j'ai bon espoir, parce que je ne sais pas si vous avez vu qu'il y a des voitures militaires qui passent depuis quelque temps, un mois, comme ça, tout le mois d'octobre, des convois américains et suisses, et qu'il y a quelque chose qui se passe. La même chose autour de la Savoie, il y a des choses... Non, parce que moi, si vous voulez que je parle de cette théorie-là, en tout cas, à partir du fait que Trump avait perdu soi-disant les élections, mais qu'il y a eu tromperie, que la tromperie a été déclarée en janvier filmée devant le Sénat, au Capitole, qu'il y avait eu fraude sur les votes et qu'il était président. Il y a la loi martiale, pas la loi martiale, Insurrection Act qui a été votée. Donc Trump ne peut pas agir sur l'armée, mais l'armée peut agir toute seule sans que ce soit public. Et donc ça a pris l'espace de 2 semaines et après ça a disparu. Et ceux qui avaient vu, ils ont vu. Et donc ça veut dire que si vous êtes général en chef en train d'attaquer un énorme dragon, une pieuvre qui a des ramifications depuis des siècles et qui a occupé tout ça, vous n'allez pas l'attaquer comme Rambo. Vous allez dire attention le peuple, faites des provisions, et vous regardez comment ils réagissent. Parce qu'ils veulent rationner, et là ils vont rater leur coup parce que nous on est en train de s'équiper en termes de nourriture. Après ils font une attaque, ils disent on va attaquer là, ils attaquent de l'autre côté. Donc on est dans une guerre très silencieuse, vous connaissez la théorie de cuire, tuer les grenouilles avec à petit feu. Voilà. Et ben de l'autre côté, l'État profond essaie à petit feu
annihiler les gens, de leur enlever le cerveau, de les vacciner, petit feu, ils disparaissent. Mais ils ne voient pas, en fait, cette résistance qu'on a, c'est dur l'inattendu, et c'est ça la vraie guerre qu'il y a. C'est une guerre spirituelle, mais de conscience, et on résiste. Et il faut cette résistance, autant juridique que scientifique que populaire, parce que c'est comme ça que ça va. Ils ne pourront rien faire. La lumière, c'est Saint François d'Assise, il dit, il n'y a aucune ombre qui peut éteindre une bougie. La bougie éclaire, mais l'ombre ne peut pas éteindre la bougie. Et c'est beau, quoi. C'est ça. Nous, on est des lumières, et on ne pourra jamais nous éteindre. Et le plus on est, il y aura de moins en moins. Ils ne pourront pas. Oui, vous allez tous voter le plus possible à l'urne, mais si vous avez une petite commune, vous faites des statistiques, vous faites de l'évidence, vous créez de l'évidence des votes écrits. Ouais, le maire, il faut aller parler au maire de la commune, et puis vous vous constituez vous-même. Moi, je suis moi. Je n'ai pas d'opposition contre lui. Je suis en train d'expliquer la science. Je peux vous prouver tout ce que je dis. Non, mais je comprends votre question parce qu'il y a beaucoup de craintes. Je peux vous dire que tout ce que j'explique est documenté et que ce que je suis, je le fais depuis 20-30 ans. Je parle dans les médias déjà depuis avant le Covid. Depuis avant le Covid, j'explique la science, la santé, j'ai des livres, j'ai tout ce que vous voulez. Je ne fais rien de différent que ça. Maintenant, je vais avec les gens qui me donnent la parole et des choses bien. Je ne vais pas avec les gens pas éthiques, qui font du mal et qui promouvoient un essai clinique qui tue les gens. Vous voulez, là, je vous ai apporté les statistiques, il y a 30 000 morts en Europe du vaccin direct. 30 000. C'est que 1 à 10% de la réalité. Ça a été calculé par Harvard et tout. Ça veut dire que c'est soit 300 000, soit 3 millions en Europe de morts. Et là, je ne vous parle pas des 3 millions d'effets secondaires. Donc, si vous voulez me dire que ça, c'est de la opposition contrôlée, c'est pas. Ça, c'est du minimum de la science qui est Eudravigilance et VAES. C'est ce qui a toujours été en place. C'est un système que vous pouvez aller contrôler vous-même. Je vous donne toutes les clés, vous allez voir vous-même. Moi, c'est ça que je veux. Je veux vous donner les clés. Si vous allez voir vous-même. Ça, c'est une autre règle éthique de la recherche. C'est marqué dans tous les manuels. Vous devez informer en continu les patients. Et les patients ont droit à tout leur dossier. Vous devez écrire à Pfizer, ceux qui ont eu le vaccin, et leur demander toutes les données sur vous. Ils doivent vous les donner. Voilà, c'est le droit des patients et le droit de la recherche éthique. Non, non, parce que mais il n'y a rien qui est correct. Dans l'étude, il n'y a pas eu de placebo clair. Ils ont donné des nombres de 22 000 contre 22 000, de 2 morts contre 1 mort dans les vaccinés. Et ils ont dit c'est le double de morts, donc les non-vaccinés meurent 2 fois plus que les vaccinés. Complètement ridicule. Et donc ils faussent tout, et puis bon, on le sait, c'est systématique. Ouais, mais merci la question. Donc les scrutateurs devraient s'organiser ensemble dans un groupe, qu'on peut faire ici d'ailleurs, et on demande un audit après, même le jour même, à la Confédération. Et ça, c'est parfait. C'est parfait. C'est demandé. D'ailleurs, il y a un groupe qui a commencé à attaquer que la façon de formuler était fausse. Je crois que c'est pas Schröder. Alors, il faut lui demander à lui d'être le témoin. Il sera content, hein, avocat, de ça. Et puis, on crée des groupes et je suis sûre que dans chaque vallée, il y a un avocat. Par rapport au pass sanitaire dont on a parlé, j'aimerais dire que ce n'est pas un pass sanitaire. C'est très important parce que une personne qui s'est fait piquer, il peut venir avec son carnet de vaccination, il ne peut pas rentrer parce qu'il n'a pas un pass sanitaire. C'est un pass politique. Alors, c'est très différent. Oui, mais vous avez raison. Et si on veut parler de liberté, je pense que la liberté aujourd'hui, c'est de ne pas avoir de passe sanitaire, c'est de ne pas aller au restaurant. Absolument, oui, je suis d'accord. Bravo. Moi, je dirais quelque part, c'est chemin faisant. La première chose qui m'a frappé, c'est à Bergame, c'est où j'ai vu qu'on commençait sur la tête.
c'est qu'on ne faisait pas d'autopsie, qu'on faisait autrefois facilement avant les hôpitaux centraux. Dans les hôpitaux régionaux, on faisait des autopsies très fréquemment pour voir les maladies. C'est la première chose qui m'a frappé. La deuxième chose, c'est qu'on ne traitait pas immédiatement une infection. Puis ensuite, j'ai vu arriver que des mensonges tout le temps. Et puis, chemin faisant, je me suis rendu compte qu'on était en face d'une guerre planétaire, où on a Davos, et puis on a Saint-Gall pour le Bergoglio et le pape et tout, et puis on a Davos, l'état-major de cet état. Vous entendez? Oui, un petit peu plus devant. Ouais, alors ce que je voulais juste corriger ça, c'est que moi j'en suis pas rendu compte, hein. Et puis déjà, alors j'avais déjà mis l'ordonnance de traitement. J'ai été un temps dans les commentaires de l'index, j'avais mis l'ordonnance il y a déjà une année, l'azithromycine et chloroquine et tout, en disant attention. Mais c'est pas ça que je voulais rajouter. Je voulais rajouter que, alors très important, j'ai écrit à la présidente de la FMH, on est en train de s'amener le Toubib en début mars, en parlant déjà de Gavi, en parlant déjà des 11 000 morts qui étaient à la vigilance française à l'époque. On a déjà 11 000 morts à la vigilance française, en parlant, y compris, alors j'ai écrit pas mal, hein, je dis simplement, j'ai écrit pas mal, il y a un site que peut-être Gilbert il vous donnera pour aller. Et puis, mais ce que je voulais ajouter juste maintenant, c'est dire, non, on n'est pas du tout empêché de parler, on n'est pas du tout empêché de traiter. C'est pas moi, au-delà de cette guerre mondiale, ce qui me désole le plus, c'est le comportement des médecins. Je peux pas dire, c'est ça qui me choque. Oui, mais on t'écrit pour te dire que tu n'as pas le droit de traiter. Si, moi j'ai toujours le droit de traiter, il n'y a personne qui m'empêchait. Non, il n'y a personne qui m'empêchait. Non, et puis c'est pas seulement ça, il n'y a personne qui m'empêchait d'écrire. Si vous me lisez, j'appelle un chat, et c'est en face de la barbarie, on peut avoir que des mots vrais qui sont secs. Et puis je parle aussi des criminels, je cite les criminels, évidemment. Donc, mais il n'y a personne qui a levé un doigt, pourtant ils ont tous reçu, c'est parti dans les faisceaux médicaux, et y compris dans les faisceaux Provac à travers la santé publique. Il ne faut pas oublier qu'ici, à la santé publique, avec Mathias, on a un pôle Provac qui dépend du Provac fédéraux. C'est comme ça, hein, ça s'écrit, c'est marqué, je peux même donner l'adresse email, c'est clair. Et puis quand il a conseillé de vacciner les enfants, alors je lui ai envoyé, et puis j'ai vu que ça venait, il y avait Mariana Andricic, qui est la Provac fédérale. Alors ça va chez tous les pharmaciens cantonaux, ça va chez tous les médecins cantonaux, ça part partout, dans toutes les disciplines cantonales et tout, mais moi j'ai pas personne qui m'a... J'ai eu quelques menaces détournées comme ça, mais pas... Mais écrit, t'as pas une lettre officielle qui t'a empêché de pratiquer? Non, mais le médecin cantonal a essayé, mais il s'est trompé. Non, il s'est trompé, hein, c'est vrai, il s'est trompé. Hein. Pour dire, quand tu dis que les médecins ils sont empêchés de traiter, pas du tout, ils sont ni empêchés. Alors moi, en Valais, moi j'ai pas. Je veux juste ajouter que moi j'écris. Je veux juste ajouter que moi j'ai écrit. Et j'ai écrit dans le cadre de la FMH, comme sociétaire. Alors que je vous dise, je raconte juste le début. J'ai vu que c'était au mois de février, la présidente de la FMH, elle écrit, on reçoit un bulletin jaune tous les mois. Moi, je le reçois depuis longtemps. Hein. Je suis AVS plus 10 et quelques. On voit que la galère, on s'en fout. Mais donc, il y a un endroit que je pratique. J'ai pratiqué en médecine physique jusqu'à 35 ans, puis après en psychiatrie, je pratique toujours aussi. Mais ceci étant, j'ai écrit à la présidente de la FMH parce qu'on a reçu, elle disait un grand pas vers la vaccination. J'ai voulu mettre dans... Ouais, j'ai pas l'habitude de parler au micro. Alors, j'ai voulu mettre dans le bulletin, dans le comité de truc des lecteurs, et puis comme je suis pas très fort sur le plan informatique, je me suis dit je vais me planter, mais j'ai quand même mis que j'avais trop de caractères. Alors, normalement, dans le bulletin des lecteurs, on nous annonce qu'ils n'auront aucun contact avec ceux qui écrivent. C'est-à-dire qu'ils disent même pas si on aura le titre, qu'est-ce qu'ils vont mettre, etc. Ils prennent seulement ce qui leur plaît. Moi, j'ai mis ça à 11h du matin. À 2h d'après-midi, j'ai reçu un truc un petit peu sec. Je ne savais même pas que c'était
la rédactrice en chef de Tous Bouzingue, qu'elle avait transmis à la présidente. Alors j'avais un courriel que j'ai pu envoyer avec tous les URL que j'ai préparés, etc. C'est le premier texte que j'ai envoyé. Et puis comme j'allais sur un forum de psychiatres, le seul forum médical que je connais, où on est 500, alors j'ai attendu que la présidente me réponde, elle ne répondait pas. Puis 3 semaines plus tard, il y a un autre rédacteur qui a dit il faut vacciner, c'est le seul traitement pour la pandémie. Je me suis dit je ne vais pas leur écrire, ils ne me répondent pas, mais j'ai mis par 3 bouts sur les psychiatres. Et puis je raconte tout ça par écrit, hein. Vous allez vous marrer si vous lisez. Et puis j'ai mis alors un premier bout, il n'y en a pas un qui a bougé. Un deuxième bout, il n'y a pas un qui a bougé. J'ai mis un troisième bout, en 10 jours, comme ça. Troisième bout, mais est-ce que c'est le silence de la peur? Personne ne bouge. Sauf, tout d'un coup, il y en a un qui m'envoie d'Argovie en disant, écoutez, c'est le silence de la peur. Vous avez vu qu'il y en a un qui est parti, un qui a été interdit de pratique, un autre, etc., etc. Alors j'ai dit, écoutez, le silence de la peur, il est terminé, parce que maintenant, je vous donne toutes les infos. Et puis j'ai balancé tout ça tout le temps. Donc je dirais, c'est pas... Non. Je dirais, c'est même pittoresque, mais alors, si, j'ai comme les informations, elles venaient tellement à la file, il fallait juste enlever quelques informations pour en avoir trop. Par exemple, j'ai mis dans le premier texte que j'ai envoyé à la présidente, j'ai mis Valérie, comment s'appelle l'avocate, Valérie Bugot, qui explique que ça vient aussi du schisme anglais, où tout d'un coup, comment s'appelle Henri VIII. Henri VIII, hein, on est en 1530 à peu près, hein, Henri VIII. Alors Henri VIII, lui, qui a quand même coupé la tête à 2 de ses femmes et puis fait exécuter les 2 autres, hein. On est d'accord, hein. Et puis, alors Henri VIII, lui, la différence, c'est que tout d'un coup là, c'est lui qui a nommé l'archevêque de Cantorbéry. Et puis, c'est dans le texte, hein, moi je la cite, hein, mais c'est facile à lire. Hein. Et en nommant l'archevêque de Cantorbéry, c'est-à-dire que c'est lui qui avait le pouvoir, et après, il avait tout pouvoir, et le droit s'est mis au service du pouvoir. Et le droit, elle explique, Valérie Bugot, que progressivement, le droit anglais a envahi le droit européen, jusqu'au début de ce siècle passé, et puis qu'alors, on avait le droit européen qui était issu du droit romain, où on avait quand même, d'un côté, après, on avait le Vatican qui était contre le pouvoir, et on avait une espèce d'équilibre qui permettait aux gens de vivre ensemble. Et là, le pouvoir de l'argent qui arrive, qui a tout envahi, et maintenant, on n'a que le pouvoir de l'argent. Et puis, c'est peut-être ce qui va nous... Les banques centrales et tout ça, c'est peut-être ce qui va quand même tous nous bouffer, hein. Mais on essaie d'être les grains de sable dans la mécanique, hein. C'est ça. Non, je voulais juste corriger dans le discours. Non, en Suisse, les médecins, on peut y aller, on peut traiter, on peut dire... Et puis, je signe, s'il y a quelqu'un qui est malade du Covid autour de vous, qui chope un bout de Covid, ce que je lui conseille, c'est d'aller soit monter, soit à Vevey, c'est chez le docteur Arturo Pérez. Ils sont toute l'équipe, ils ont vraiment l'habitude de traiter les Covid. Donc, vous regardez ça. Arturo Pérez. Lui, il a été interdit. Hein. Chablais, il a été interdit à il n'a pas tout à fait été interdit. Hein. Non. Alors, oui, ce qui s'est passé, c'est qu'il a soigné avec l'ivermectine et l'azithromycine. L'ivermectine est un peu plus difficile, mais l'azithromycine, je vous dis même, vous avez raison, pas pour l'ivermectine. L'ivermectine est difficile, on a pu en trouver un petit peu en Valais à un moment donné, mais on ne la trouve pas facilement. Maintenant, attendez, oui, attendez, on va revenir sur le Chablais, mais je parle du Valais. Hein. Vous avez raison, il y a pendant 3 semaines que le médecin cantonal nous a interdit, même aux praticiens, l'hydroxychloroquine. Mais attendez, que 3 semaines. C'est déjà trop. Non, mais ça s'est passé comme ça, mais c'était pas trop grave. Non, c'est pas trop grave. Maintenant, pour l'hiver, alors je reprends le Chablais. Arturo Pérez, il a pu soigner avec l'hydroxychloroquine, alors qu'il dépend de l'hôpital Chablais-Riviera. Il a pu soigner avec l'azithromycine
et l'hydroxychloroquine. Au bout d'un moment, ils ont monté les tours, et puis ils ont fait des confrontations où il était largement gagnant. Mais ils ont dit non, écoutez, maintenant vous allez soigner avec l'ivermectine. Alors il a soigné un temps avec l'ivermectine, et puis il y a 3 mois, retour inverse, ils ont dit non, mais ne soignez plus avec l'ivermectine, et actuellement ils resoignent avec l'azithromycine et l'hydroxychloroquine. Pourquoi je vous donne cette adresse? Parce qu'ils sont une très bonne équipe, ils vous accueillent très bien, et ils ont l'habitude de tous les symptômes et des évolutions. Donc ça vaut la peine. Mais ça vaut aussi la peine de prendre l'isotretinoin et l'azithromycine, parce qu'en une demi-journée, des fois, on... L'artémisia aussi, annuaire. Ouais, l'artémisia, évidemment, il faut se protéger. Voilà, je voulais juste dire ça. Ouais, c'est super. Merci. Je dois dire qu'il y a des médecins qui ont peur parce qu'ils ont des enfants, ils doivent les nourrir. Moi aussi, les enfants. Oui, non. Les petits-enfants. Non, mais en fait, le problème avec l'Angleterre, c'est qu'ils ont un common law et nous pas. Et il y a des choses qu'ils peuvent faire que nous, on ne peut pas faire, c'est qu'ils font un class action et ils peuvent tous agir ensemble. Mais j'ai dit ça à un avocat, donc à Philippe Cruzet, et il me dit non, les Suisses, ils peuvent agir. S'ils ont la même cause, exactement la même cause, ils peuvent faire un genre de class action. Donc il faut savoir ça, c'est que le peuple peut avoir la même cause et être tous ensemble en attaquant en même temps le Conseil fédéral ou autre chose, demander la levée de l'immunité, la levée de ça. Donc ça, je veux juste ajouter ça, je trouve ça intéressant. Ouais. C'est ça qu'il faut faire ce soir. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc on va boire un verre et vous allez voir. Mais je vais... Non, mais nous, on sait que la définition des vaccinés, elle a changé et qu'ils essayent de faire passer pour vacciner seulement si vous avez été vacciné il y a les 2 dernières semaines. Sinon, vous n'êtes plus les vaccinés. Donc, comme ils changent les définitions, tout est faux. Ce que je peux vous dire, c'est que les gens qui meurent aujourd'hui sont des gens vaccinés ou des gens contaminés par les vaccinés. Alors, ça, on le sait dans la science. Et puis, voilà, il faut se soigner. Et puis, comme ça, on va éviter la grippe de l'hiver. Voilà. Merci, Gilbert.